Et ça, j'avais vraiment conscience très très tôt que j'étais vraiment une poussière. Je me suis très très vite posé la question. Bretagne, d'ailleurs, je me souviens parfaitement de me coucher le soir en me disant mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ah oui. Et ça me faisait vraiment peur. Peur de savoir ce que je faisais là, pourquoi j'existais. Et puis de se dire que bah oui, mais et les autres qui ont réussi ou qui ont eu des échecs et que finalement eux aussi se sont posés ces questions-là à un moment donné. Ce qui m'a amené à aller rencontrer les gens. Comment moi je fonctionne, et les autres comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils sont meilleurs que moi? Et si eux le font, est-ce que moi je suis pas capable de le faire? C'est à mon tour, oui, de passer au micro de champion de ma vie, non pas en tant qu'intervieweur, en tant que journaliste, en tant que podcasteur, mais passer de l'autre côté. Et comme champion de ma vie, eh bien, mon rôle, c'est dans la formation que je dispense auprès des sportifs de haut niveau et des entrepreneurs depuis maintenant 5 ans, c'est de faire tomber les masques. Eh bien, voilà, c'est Thierry Pic qui m'a fait tomber mon propre masque pour exprimer, eh bien, la singularité de mon parcours. À vous de voir si, eh bien, j'ai réussi à faire tomber mon propre masque, à révéler ma vérité, à être sincère dans ma démarche. J'attends vos retours évidemment pour savoir si vous avez découvert des choses, parce que finalement on ne me connaît pas toujours tel que je suis dans la vie, tel que la vie m'a fait aussi, notamment au niveau familial avec des choix que j'ai eu à faire en tant qu'entrepreneur, en tant que père de famille et en tant que mari. Voilà, donc eh bien, si vous voulez en savoir plus et que vous voulez interagir avec moi comme toujours, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, à vous de juger si j'étais à la hauteur du défi qu'est champion de ma vie. Et n'hésitez pas. Salut à tous et bienvenue au micro de champion de ma vie. Mais aujourd'hui c'est micro inversé puisqu'en fait là vous entendez ma voix, c'est Cyril Blanchard qui vous parle, mais je vais être aujourd'hui interviewé par Thierry Pic que j'ai podcasté en fait il y a quelques semaines pour champion de ma vie. Et Thierry m'a dit, mais tu sais Cyril, je suis plus à l'aise de l'autre côté, j'aimerais plutôt t'interviewer. J'ai dit, écoute, dans un premier temps, ça va être ton audience, voilà, c'est toi qui vas prendre la parole, mais parce que je vais t'interviewer, j'ai plein de choses qui m'intéressent, on a fait franchement tous les deux, moi je qualifierais, c'était une très très belle conversation, tu as délivré beaucoup de choses sur ton parcours et sur la performance, l'excellence, les parallèles entre le sport, l'entreprise, le management, comment manager sa performance, et voilà, et on a parlé d'élégance, on a parlé du subtil. Et puis maintenant je vais me taire. Merci Cyril. Donc c'est une première pour nous deux parce qu'effectivement si j'ai l'habitude d'interviewer des personnes, je le fais pas forcément sous forme de podcast. Donc c'est une belle occasion et je te remercie que tu me proposes. Donc vous allez avoir l'opportunité aujourd'hui de découvrir peut-être un peu mieux Cyril, non pas au travers des questions qu'il pose, mais peut-être au travers des réponses et puis du partage en tout cas qu'il va nous proposer. Ça va lâcher prise pour moi. Hein. Écoute, c'est parfait. On va se prêter à l'exercice en toute simplicité, ça ne sera forcément que authentique et donc de qualité. Moi, quand j'ai quelqu'un en face que je ne connais pas ou que je connais pas bien, j'aime bien reprendre l'idée de la trajectoire, parce qu'on connaît bien les personnes que aussi en fonction d'où ils viennent et de leur histoire. Donc, et puis pour construire un futur, il faut connaître son passé. Voilà. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être que tu nous dises aux auditeurs qu'est-ce qui est intéressant pour nous de connaître de toi, de ton enfance. On va peut-être pas faire toute ton enfance, mais les points clés qui te semblent importants, structurants, qui t'ont amené là où tu es aujourd'hui. Ouais, forcément, on a envie d'être hyper exhaustif et de dire plein de choses, mais si j'ai quelques flashs, quelques images qui me reviennent comme ça, on en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, de la Bretagne, parce que moi, mes parents sont nés en région parisienne, mais très vite, si on doit parler de teinture, de couleurs, des choses qui me reviennent petit, c'est la Bretagne, avec mon grand-père, ma grand-mère, et avec un grand-père un peu très nomade dans sa façon d'être, beaucoup très frustré aussi, et ce qu'il me disait, en fait, ça m'a forcément, ça m'a imprégné, ça m'a conditionné, avec ce que ça a de bon ou de pas bon en tout cas, mais le papy, voilà, qui voyait en moi, je sais pas, un grand seigneur, un grand en tout cas, imaginez grand parce qu'il était tout petit mon grand-père, Bernard, papy Bernard, et donc voilà, c'est ce qui me vient en tête en fait, et puis il m'a peut-être enseigné, tu vois, des valeurs du bon sens paysan, parce que c'est quelqu'un aussi qui défendait beaucoup d'idées, je savais pas quelle ligne politique il avait, mais c'est quelqu'un qui se rebellait beaucoup aussi, hein, qui avait des grandes convictions, donc et puis il y a quelqu'un de peu, des gens de peu comme on dit de chez nous dans le Jura aujourd'hui, des gens de peu, et puis finalement moi je me suis imprégné de tout ça en fait, cette culture urbaine avec mon père, et puis cette envie d'aller un peu à la nature, et mon papa d'ailleurs qui incarnait parfaitement ça, lui il est né à Paris, mais je sais pas s'il n'avait pas trouvé sa place là-dedans, mais quand moi je suis né en tout cas, il m'a emmené très très vite dans la forêt, respirer l'air frais et sortir j'ai envie de te dire un petit peu du courant quoi en fait, parce que mes parents, ma mère comme mon père sont nés en 50 et 51,
et en fait, ils ont vécu aussi les années 70 avec toute la consommation, la massification. Et moi, je suis né là-dedans, mais j'ai vraiment senti que mon père était quelqu'un de pas un type à accepter les choses de façon conventionnelle, très très policé comme ça en apparence, mais toujours à rechercher, la nature, la naturalité des choses. Et moi, il m'a amené là-dedans, donc on allait pêcher, j'aimais pas ça, mais il m'a amené pêcher, ça m'ennuyait, mais j'ai dû accepter ça, donc accepter aussi la lenteur des choses par moment. C'est contre ma nature, je pense pas être né comme ça, câblé là-dessus, mais mon père m'a amené ça, et puis il m'a amené aussi une autre chose, c'est l'amour du PSG, alors que je n'ai pas gardé longtemps, mais lui il adorait le foot, donc voilà, ça m'a conditionné aussi pour beaucoup de choses, mais là pour le coup dans le sens inverse, je n'aimais pas ça, j'aime pas le foot, j'aime pas la masse, trop de bruit, trop d'agitation, donc je savais que plus tard il y aurait pas trop de monde autour de moi, ça m'allait pas ça. Ouais, donc un apprentissage déjà de valeurs structurantes entre ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce que tu as besoin, et puis l'hybridation des mondes. Alors je vais faire beaucoup référence à Andy Roman, qui est pour moi l'instrument qui m'a permis aussi de te connaître au-delà de nos conversations. La nature est présente absolument partout, dans toutes les pages, du début à la fin, au-delà même de l'exploit. Quel rôle joue aujourd'hui la nature, pour revenir à ce que tu disais aussi sur la Bretagne, dans ta vie, et comment tu l'intègres? On en parlait à midi, on a tous besoin d'un rapport à la terre, au territoire, à la météo. Comment toi tu inscris ça dans ta vie, et comment j'ai l'impression que tu en as fait un fil rouge aussi de ton existence? Ouais, c'est même plus la naturalité que la nature, en fait, trouver sa nature à soi, sa naturalité, en fait, être un peu, tu vois, l'image du Bruce Lee qui disait l'image de l'eau, en fait, qui s'adapte tout le temps, et finalement, peu importe les obstacles, les aspérités qu'il y a sur ton parcours, essayer d'être toujours fluide pour aller, finalement, trouver toi ce qui te fait du bien, ta fluidité. Donc moi, j'ai toujours eu cette quête-là de m'aligner entre, je crois l'avoir eu inconsciemment, petit, d'avoir été guidé par rapport à ça, par rapport à des mentors, comme je te disais, mon grand-père, mon père, c'est ma figure masculine, tu vois, mais qui était très fragile en fait. C'est des gens qui incarnaient beaucoup de force en apparence, mais d'ailleurs très fragile, et un peu comme la nature finalement. La nature, elle est pleine de force, on peut pas résister à beaucoup de choses, mais en même temps, elle est toujours là pour nous rappeler qu'elle est très fragile aussi, et qu'il faut la respecter. Donc, chercher cette forme d'harmonie, j'allais dire d'équilibre, mais il y a le mot qui m'anime plus depuis ces dernières années, c'est plus que l'équilibre, c'est l'harmonie en fait, et trouver un petit peu son côté un petit peu intro, et pour le mettre en adéquation avec ce qui est à l'extérieur, que ce soit la société, le social, et puis aussi l'environnement avec un grand E. Et moi, j'ai toujours vu plus d'importance à cet environnement que la société, et donc j'ai parfois été un peu antisocial aussi dans mes comportements, ma façon d'être, à me rebeller, à dire non au système. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort aussi dans ma façon d'être, c'est pas faire les choses comme tout le monde, pas très conventionnel, quoi. J'entends beaucoup de points communs avec ce que tu disais de ton environnement familial, sortir aussi des cases avec des gens qui ont une apparence un peu forte. Et tu parlais de fragilité. Je crois que tu as de l'asthme, ou tu as quelques déficiences physiques, pas de bol, qui d'ailleurs sont étonnants par rapport au parcours que tu as fait après. Est-ce que ça, c'est des éléments aussi qui ont été importants et qui t'ont aussi appris cette fragilité? Ouais, j'ai pas aimé le sport en fait, parce que dès le départ, j'aurais aimé faire plein de choses, et j'étais très inspiré par les sportifs de haut niveau, ce que je voyais à la télé, donc dans les années 70, le foot forcément, puisque mon père le foot, et moi il y avait pas que le foot, je regardais Stade 2, toutes ces choses-là, et je me disais waouh, trop bien, mais moi je pouvais pas, en tout cas dans ma vie, que je pourrais pas. Avec de l'asthme, si c'était que de l'asthme, c'est rien, les allergies aujourd'hui, qui n'a pas d'allergie, c'est de pire en pire d'ailleurs, mais il y avait aussi un souffle au cœur et un problème cardiaque, et donc mis à la naissance dans une couveuse, avec des traitements spécifiques, antibiotiques, etc. Donc il y a eu déjà mon premier souffle, c'est pas fait dans un contexte naturel. Donc peut-être que j'ai cherché finalement inconsciemment la nature des choses en dehors de cette couveuse, de cette matrice, tu vois. Tu te mets dans une matrice et toi t'as qu'une envie, c'est d'en sortir. Donc est-ce que c'est devenu un peu l'allégorie, tu vois, l'image de ma vie? Je ne sais pas, mais ça partait comme ça. En tout cas, c'était mal barré. Et puis ma première expérience avec le sport n'a pas été des plus heureuses, parce que j'aurais aimé mettre Teddy Riner. À l'époque, il était pas là, mais on m'a mis sur les tatamis et ça passait pas du tout. J'ai suffoqué. Bon, déjà d'une, j'étais un petit gabarit, mais en plus de ça, j'aurais pu être confronté à des gens de mon même gabarit, mais je pouvais pas respirer. Donc, mais je savais pas pourquoi. C'est lié à toutes ces problématiques des acariens, etc. Et donc, après, je suis allé nager parce que le médecin de famille a dit, faut qu'il fasse du sport pour apprendre à respirer.
et puis qui bouge, son corps est peut-être fragile comme ça, mais il n'y a pas de raison, bouger c'est vivre, et donc ça a été la nage en fait, l'élément. Et tu t'es mis dans l'eau pour mieux respirer, ce qui est là aussi un peu paradoxal. C'est ce qu'on apprend, finalement dans l'eau, ce que tu apprends, c'est à flotter, à nager, mais surtout à respirer. C'est tellement dur qu'ils me disent mais comment tu arrives à respirer, et tout cette alchimie justement de la nage qui est compliquée, complexe, parce que ça demande beaucoup d'intelligence de mouvance, et cette proprioception qu'on fait dans le sport. Moi je suis très très nul sur les stades, etc. Enfin la proprio, j'ai toujours été nul, mais justement il faut savoir en faire, et pour ça cette coordination esprit, corps et la respiration qui vient mettre de la fluidité, de la souplesse là-dedans, permet finalement de développer des habiletés. Si moi je n'avais pas tout intrinsèquement, j'ai par la nage en tout cas, et puis l'amitié, parce que ce qui m'a amené dans le sport, c'est aussi les copains, l'équipe, bien sûr, l'équipe qui transcende. Mais c'est là que j'ai réussi à trouver finalement un terrain d'expression grâce à cette harmonisation, et essayer de comprendre des choses qui se faisaient pas naturellement au départ, quoi. Ouais, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit en t'écoutant, c'est l'apprentissage. On apprend ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, en référence aussi à ceux qui nous entourent. Et puis la résilience, parce que du coup, on a tous des difficultés, tu en as eu aussi. Et voilà, quand on voit ce que tu as fait derrière. Donc, la conscience de tout ça, de tout ce qu'on dit là, et on va pas faire en analyse psychanalytique poussée, mais elle vient quand cette mise un peu en perspective, c'est les valeurs qui t'animent, ce qui est important pour toi, ce qui n'est pas important pour toi. Elle vient, l'équipe aussi, les copains que tu découvres, tout ça, ça se fait progressivement, ou il y a des déclics de temps en temps qui te disent que tiens, ça c'est un peu ma voix, ça c'est un peu... Pas qui me vient à l'esprit comme ça, non. En tout cas, au cours de notre discussion, c'est pas ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt le côté empirique de la chose, progressif, et puis les petits pas, comme on dit souvent. Donc moi, ça s'est fait sans conscientiser, c'est plus, tiens, j'ai fait ça, j'ai l'impression que ça me va bien, donc je continue un deuxième pas. Alors par contre, c'est vrai que gamin, il y a un truc qui me faisait bien vibrer quand même, c'était d'aller un petit peu au-delà pour voir ce qui se passe, quoi. C'est une curiosité. C'est cette curiosité d'aller pas vers les autres, mais vers l'autre avec un grand A. Quand je dis l'autre, c'est pas que l'humain, l'animal, le végétal, et de comprendre aussi à soi-même. Bien sûr. Finalité. Ça, c'était après. Au début, c'était pas forcément un effet miroir, parce que pas du tout d'envie de me voir dans le miroir, ni de m'écouter, c'était horrible, comme beaucoup de gens peut-être, mais d'entendre sa voix, c'est pas agréable, d'explorer sa propre pensée, on va trouver des trucs sombres qu'on n'a pas envie d'aller explorer. Donc moi, c'est venu beaucoup plus tard, ça. Bien sûr. Ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. Donc non, j'allais chercher plutôt dans l'expression extérieure, et finalement, en nageant, et puis après en grimpant aux arbres, et puis en allant avec gambader avec des copains, on se met à courir naturellement. Donc c'est c'est par expérience que ça s'est fait. Ouais, c'est clair. Et alors, l'importance accordée au collectif, tu le dis, j'avais plus envie de faire gagner les autres que de gagner moi-même, et les équipes, les compétitions par équipe, c'était vraiment là où je m'accomplissais. Là aussi, encore un paradoxe pour moi, elle t'amène à finalement une activité qui est plutôt individuelle, même si on va voir, tu l'as fait avec des collectifs autour de toi, mais t'es quand même un solitaire, sur le vélo, Comment tu expliques pourquoi t'as pas fait un sport co, par exemple, pourquoi t'as pas continué Déjà, j'étais nul. Je trouvais jamais ma place, j'étais pas, le pantin qui sait pas où se mettre, c'est Zidane, il sait se mettre naturellement, comme beaucoup certains footballeurs, c'est inné, quoi. Le placement de jeu, moi j'avais pas ça. D'accord. Que ce soit en football, en handball, volleyball, etc. J'aimais bien le volley, je dis pas que j'aimais pas, même le handball, j'étais un peu teigneux d'ailleurs, pas trouver ma place, j'allais faire des tacles, ou j'allais faire des choses comme ça, mais en finalité, souvent la balle arrivait pas, souvent dans le foot, la balle arrivait rarement dans mes pieds. D'accord. Donc ça voulait dire quelque chose. On ne paie pas la basse à Blanchard, c'est pas quoi foutre de la balle, quoi. Cours Forest à la limite, et puis par hasard elle arrive dans les pieds, puis un jour j'ai dû mettre un but, mais tu vois, c'était divin, quoi. Waouh, Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc non, c'est pas que j'avais pas cette appétence, c'est juste que comme j'y arrivais pas, ça m'attirait pas, quoi. Bien sûr. Donc aussi reconnaître un peu ses compétences, les zones où on les plus fluides et les plus à l'aise, et puis pas vouloir forcer non plus sa nature. Ça veut dire aussi bien reconnaître finalement pourquoi on est fait quelque part. Ah oui, ça, trouver un peu sa place, ça va un petit peu, tu vois, par rapport à à l'époque, c'était évidemment toujours pas conscientisé, mais dire, tiens, trouver moi, si, par contre, si. C'est vrai que gamin, je me suis très très vite posé la question. Bretagne, d'ailleurs, je me souviens parfaitement d'avoir peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça, c'est forcément, je sais pas mettre la date, mais de me coucher le soir en me disant, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Ah oui. Ah non, mais ces questions, et ça me faisait vraiment peur,
sûr de savoir ce que je faisais là, pourquoi j'existais, mais pourquoi à un moment donné dans cet univers, tu sais, il y avait des trucs à la télé, l'histoire les dessins animés, il était une fois la vie, il était une fois l'espace, il était une fois, j'adorais ça. Et moi, ça me questionnait vraiment sur ma place dans l'univers. Je suis rien, on est rien. Et ça, j'avais vraiment conscience très très tôt que j'étais vraiment mais une poussière. Et en plus de ça, ma grand-mère qui disait, de toute façon, te pète pas plus haut que ton cul, parce que de toute façon, c'est d'où tu viens. Tous les dogmes vivants cachés, enfin voilà, les postures de l'imposteur, moi j'ai été martelé là-dessus. D'accord. À fond, quoi. Ouais, donc déjà des fondements d'une humilité qui te caractérise, et puis aussi d'une curiosité quelque part. J'entends aussi cette envie de comprendre, cette envie de se questionner, qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc on ne peut qu'encourager à se poser des questions, à aider nos enfants. Parce que quand t'es arrivé, je podcastais tout à l'heure une créatrice de contenu, triathlète, et qui dit finalement on ne penserait peut-être pas plus mal si on n'avait pas à se poser ces questions-là. Mais moi je me suis vraiment trituré avec ça, toutes ces questions existentielles, mais qui suis-je, pourquoi, et trouver sa place du coup. Ça c'est un truc qui vient souvent d'ailleurs dans le championnat avec les sportifs, mais trouver sa place, j'ai pas besoin de pas trouver ma place, quoi. Et alors bien sûr tout ça a évolué, mais aujourd'hui tu te poses encore des questions existentielles. Ah oui, mais je suis beaucoup plus apaisé. Bien sûr. Elles sont là, sans que ça me... Parce que il y a eu tout un tas de parcours, il y a eu des rencontres, Évidemment. Et puis finalement tu te rends compte que t'es pas seul, il y a plein de gens qui se posent ces questions-là, et que finalement c'est rassurant. Je me suis rassuré depuis déjà avec l'action, faire des choses et voir que ça marche quand même, et puis de se dire que et les autres qui ont réussi ou qui ont eu des échecs, et que finalement eux aussi se sont posés ces questions-là à un moment donné, ce qui m'a amené à aller rencontrer les gens. Comment moi je fonctionne, et les autres comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont meilleurs que moi, et si eux le font, est-ce que moi je suis pas capable de le faire, tu vois. Nicolas Hulot à la télé qui m'a beaucoup inspiré aussi. J'adorais cet esprit aventure, voyage, partir pour mieux revenir. Ça c'est quelque chose qui a été aussi un grand driver dans mon parcours, c'est de partir mais toujours pour revenir. Mais j'ai besoin de partir. Et quand je suis loin, mais j'ai besoin de revenir. C'est comme tu disais tout à l'heure, on fait un peu des contraires, du contraire. Oui, c'est l'un et l'autre, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas exclusif. C'est aussi ton approche un peu systémique qu'on retrouve là. Mais je retiens aujourd'hui que toutes tes activités sont aussi des moyens finalement de continuer à répondre à tes questions au travers de rencontres avec d'autres qui se les ont aussi posées, et évidemment ça se présente plus de la même façon, mais c'est toujours cette curiosité qui t'anime, et cette envie d'en savoir plus. C'est ça, en savoir plus, la connaissance, mais je pense pas que c'est un grand driver pour moi, le fait de connaître les choses, parce que c'est plus l'expérience. Mais par contre, j'ai souvent cette réflexion, cette image quand j'étais gamin aussi, d'un Léonard de Vinci, alors pas au travers de l'homme, ce qu'il incarne, mais ce qui est toutes ses œuvres en fait, et tout ce qu'il a imaginé, tout ce qui est sorti de sa tête, et une fois de plus dans ce dessin animé, je crois, Il était une fois l'homme, ou La vie, ou l'histoire, il y avait Léonard de Vinci et cet homme de Vitruve, tu vois, ce truc-là qui m'a marqué très fort, et qui me suit d'ailleurs, parce que souvent dans les logos, dans toutes mes chartes graphiques, il y a toujours ce côté un petit peu à trouver l'équilibre, justement, l'harmonie, et l'être humain par rapport à son environnement, et ça, d'aller aussi à la recherche de personnes qui ont réussi dans leurs expertises, mais aussi dans leur diversité. Et un Léonard de Vinci, c'est dire, mais comment un homme comme ça, et c'est un être humain, et on en connaît des contemporains aussi, des comme ça, qui réussissent dans tout ce qui touche, quoi, en fait. C'est possible. Alors c'est quoi le driver? Est-ce que c'est la passion? Est-ce que c'est l'engagement? Je ne sais pas. Est-ce que, je rebondis sur tes propos, est-ce que ça veut dire que toi, tu milites plutôt pour justement une ouverture, une certaine approche un peu généraliste quelque part? On est quand même dans un monde de l'hyperspécialisation, de la compétence, de l'expertise, qui au contraire plutôt cloisonne, toi. Est-ce que toi, tu dirais que la vie pour toi, elle est... C'est très guidé ta question là-dessus. Elle est très guidée, je reconnais, mais parce que je connais ta réponse. Et tu te retrouves un peu dedans aussi. On se refait pas. Non, mais bien sûr, ça c'est peut-être le grand-père, c'est les rencontres de la vie, mais en gros, c'est on te pose un dogme, on te pose une idée, une croyance. Moi, par mon principe, c'est comme ça, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'imposes ça? Et j'aime pas l'idée qu'on m'impose des choses. Enfin, j'aime pas. C'est comme ça. C'est plus fort que moi. Donc, que ce soit toutes les croyances, quelles qu'elles soient, je veux savoir pourquoi. Et c'est quoi l'histoire derrière? Qu'est-ce qui a amené les gens ou des collectifs à nous amener sur ce cheminement-là, économique, social, politique, culturel, religion, etc. Et du coup, ce qui m'est
forcément dans une posture où je rentre pas forcément dans une croyance et pas une autre, parce que j'aime pas, si je choisis celle-ci, c'est au détriment d'une autre. Tu vas chercher le pourquoi dans une autre croyance. Et peut-être que dans l'autre à côté, il y a aussi des choses qui sont super intéressantes, qui vont me nourrir, qui sont subtiles, qui sont pas connues, et pourquoi. Donc tu vois, forcément là je reviens d'un voyage au Japon. J'y vais pas dans une quête mystique ou religieuse ou quoi que ce soit, mais par contre je découvre des choses et je me dis oui, entre ces différentes religions qui ont créé cette culture là-bas, et c'est tout esprit d'ouverture pour le coup, mais qui n'empêche pas d'avoir aussi beaucoup de discipline, de respect. C'est sûr. Et des fois on a un peu opposé les mondes. Et voilà, là pour le coup, je crois qu'on se rejoint. Oui, j'aime bien me rapprocher les mondes. Oui, c'est un message fort aussi du monde du sport, de l'entreprise, parce que tu es chef d'entreprise, voilà, de la diversité, de l'ouverture au modèle. Et alors du coup, ce qui t'amène au triathlon, aux efforts de longue durée, c'est la difficulté à trouver une place dans d'autres. C'est par défaut, j'allais dire, ou c'est parce que vraiment, tiens, tu t'aperçois que là, il y a un talent, il y a un savoir-faire, il y a une place pour toi, quelle est la rationalité qui t'amène? S'il y avait une place pour moi, c'est pas, non, je crois pas, c'est les rencontres. Les rencontres, et oui, je fais partie de ceux qui vont chercher la motivation et l'énergie à l'extérieur. Même si je me pose beaucoup de questions à l'intérieur, si je vais travailler en moi, ça me prend beaucoup de jus. Et ça a été un peu l'essoreuse, quoi. Te laisser guider par d'autres, c'est aussi agréable. Exactement. Donc quand tu vas vers d'autres, et là tu sens qu'il y a de l'énergie, des ressources, et ça fait du bien, tu vois, on striture moins l'esprit. Donc du coup, j'ai tendance à aller chercher la motivation à l'extérieur. Et pour répondre à ta question, c'est un ami, quoi. Enfin, comme souvent, la natation, bon là pour le coup c'était une nécessité, et je me suis trouvé des amis, voilà, et je me suis développé dans ce sport-là, pas avec de grandes aptitudes ni de grandes habiletés, mais motrices, mais bon, ça s'est quand même pas trop mal passé. Je me suis transcendé aussi parce qu'il y avait le collectif, et pour l'autre, quoi, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis là pour le coup, en école de co, je sais pas, je le dis comme je le pense, hein, j'ai un coup de foudre pour un mec. Enfin, voilà, mais un coup de foudre amical. Et là, je dis, ce gars-là, il rentre dans l'amphithéâtre. Je sais pas pourquoi. Je sais que ce gars-là va avoir une empreinte dans ma vie. Alors, je le dis pas comme genre, je l'intellectualise pas à l'époque, mais il se passe quelque chose. Il y a un courant. Et tu dis, toi, t'as des rencontres comme ça. Alors, on parle souvent dans l'amour. Hein, voilà, j'ai eu le coup de foudre ou pas. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour Cédric, qui est aujourd'hui toujours un ami à distance. Et c'est lui qui m'a mis au triathlon parce qu'il tiens, on va faire du sport, on va dehors. Déjà, sortir de l'amphithéâtre, sortir des cours. Waouh, déjà ça fait du bien. Bien sûr. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas fait de sport co, parce que j'ai besoin d'être extérieur. Alors oui, il y a du football, on a à l'extérieur, mais j'ai besoin d'aller un peu plus loin, de sortir du cadre, du terrain de jeu. Et puis de voyager, pour reprendre aussi une expression. Et de voyager, bien sûr. Et puis voilà, ça commence comme ça avec le Racing. Alors comme je suis à Paris, il y a le Racing Club de France, et forcément, quand tu vas au Racing, ça se fait pas, tu vas pas avec le dos de la cuillère, quoi. Tu fais les choses à fond, quoi. Bien sûr. Et puis je me suis retrouvé dans cet environnement. C'est l'écosystème qui m'a amené à me transcender, parce que là je me retrouve avec des Philippe Fattori, des champions à l'époque. Hein. Le Racing Club, c'est la référence en triathlon, fin des années 90, fin 90. Et puis il y avait Laurent Chopin, l'entraîneur, et puis Laurent, qui est devenu un ami après, n'a très bien vu que j'avais pas des grandes habiletés ni grandes aptitudes, donc vas-y, fais ton entraînement, et puis fais-toi plaisir, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. Le triathlon pour moi c'était du plaisir, être avec mon pote Cédric, et puis finalement, puis après il y a eu l'armée, il y a plein de choses, et puis le triathlon est devenu une partie intégrante de ma vie, quoi. Bien sûr, c'est intéressant parce que on entend souvent chez des sportifs, hein, parfois des rencontres où le hasard de la vie qu'ils se sont lancés dans tel ou tel sport. On en a même qui avouent ne pas avoir aimé le sport dans lequel ils ont été champions, hein, et vouloir avoir fait autre chose. Laisse-moi revenir sur la rencontre avec Cédric, parce que du coup, c'est quand même toujours intéressant pour tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'on accroche ou pas avec des personnes, parfois sans conscientiser et sans trop savoir pourquoi? Est-ce que c'est une question, avec le recul, est-ce que c'est une question de valeur? Est-ce qu'une question de complicité, tout simplement? Qu'est-ce qui fait qu'on va accrocher avec des personnes plutôt que d'autres, puisque ça conditionne quand même une partie de notre futur, hein, là, ma réponse, elle est vraiment catégorique là-dessus, c'est que je sais pas. Je sais même pas. Je sais pas pourquoi. Et la leçon de coup de foudre, elle est bonne. Ah non, vraiment. Quand je te dis ça, tu sais, il y a quelqu'un qui rentre dans une salle, tu sais pas pourquoi. C'est alchimique, c'est intuitif, c'est animal, c'est instinctif, ce que tu veux. Et tu dis, ça match. Je sais pas pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est les hormones à distance, tu vois, comme dans la nature, tu vois, il y a des communications qui sont non verbales et qui sont même pas sensorielles, parce que c'est même pas en se voyant, ou je sais pas. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et tu dis, je sais pas pourquoi, mais cette personne, cet individu va compter dans ma vie.
Et ça, je l'ai pas eu beaucoup de fois. Hein, mais là, c'était sans explication. Et c'est comme ça. Et je me suis fait confiance pour le coup. Oui. Exactement. Et s'ouvrir à cette confiance-là et à cette spontanéité. Ça me rappelle d'ailleurs, tu vois, une des premières conférences à laquelle j'assiste dans mon parcours professionnel, c'était chez Decat à l'époque, c'était le Pinault. Donc Pinault qui est interviewé et à la fin de la conférence, j'ai tout oublié ce qui a été dit sauf un truc à la fin, l'intervieweur lui dit mais finalement c'est avec une chose, c'est quoi le talent du patron quoi? Mais il dit c'est l'instinct quoi. J'ai toujours recruté à l'intuition. À l'instant, je sais pas si elle dit instinct ou intuition. Je saurais pas dire à l'époque, mais en gros c'est le feeling quoi. Et ça me perturbait beaucoup. Donc j'ai voulu comprendre tout ça parce que je suis quelqu'un d'assez rationnel à la base, compréhension des choses, tout a une explication. Mais toi, Cédric, les Pinault, les gens comme ça que tu crois sur ton chemin, tu dis en fait et souvent, il n'y a pas que du rationnel quoi. Tout à fait. Donc ça s'ouvrir aussi à cet aspect et puis l'accepter tout simplement. Sans forcément là le chercher à le comprendre. Si tu cherches à comprendre, tu passes à côté, je pense. Exactement. Permets-moi peut-être d'arriver à une période peut-être un peu plus difficile de ta vie, en tout cas dans le livre tu en parles, c'est ton divorce, c'est la séparation avec tes enfants, voilà, comment on vit un choc de ce type-là, comment ça t'aide aussi finalement à te relancer sur autre chose, parle-nous un petit peu de cette période. C'est compliqué encore aujourd'hui, parce qu'en fait, forcément, il y a toujours il y a des divorces qui se passent très bien, et puis tout le monde s'en remet, parce qu'aujourd'hui c'est un peu je sais pas que c'est énorme et que c'est normal, il n'y a pas de fatalité. Moi, on peut éviter ce genre de choses et faire en sorte d'aller chercher la connaissance de soi pour savoir ce qui va matcher, ce qui va pas matcher dans la vie affective, que ce soit aussi dans la relation qu'on a avec les gens qu'on aime et puis ceux qu'on va créer. On va créer des petits bouts qui vont grandir. Moi, ma conception en tout cas d'éducation, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent adultes et qu'après ils soient autonomes. Le fait est qu'à un moment donné, moi dans mes choix d'homme à 20 ans, ceux de 25 ans et 30 ans, j'ai évolué et puis la vie fait que ma compagne de l'époque, qui était aussi ma femme, n'a pas évolué de la même façon et moi j'ai pris des décisions, et ça c'est peut-être mon tempérament aussi, c'est qu'à un moment donné des fois je suis un peu radical, je veux pas me mentir à moi ni mentir aux autres, surtout à moi d'ailleurs, parce que les autres on peut très bien mentir aux autres ça facilement, l'harmonie mais on y revient, oui. sans doute cette quête là de l'harmonie, mais se mentir à soi-même, alors oui ça a été très compliqué pour moi et ça l'est encore aujourd'hui parce que forcément mes enfants n'ont pas la relation que je désirais tant avoir avec eux, même si c'est plus des enfants, ce sont des adultes aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, ça a été fondateur aussi pour moi, parce qu'à un moment donné, c'est d'accepter aussi ces prises de décision derrière, qui amènent une nouvelle énergie, qui amènent de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures. Et souvent on me dit, quand même, c'est pas une question de courage, je sais pas ce que c'est, mais c'est plein de gens qui me disent en retour, mais moi je pourrais pas prendre une telle décision, que ce soit celle-ci ou d'autres d'ailleurs, parce que je suis peut-être pas prêt à ça, ou ça mettrait trop dans la balance de conséquences qui feront que je suis pas prêt à prendre ces décisions-là. Et ça, c'est peut-être ce qui me fait mon côté radical, c'est que je peux pas me mentir du coup, et je suis dans la prise de décision, je suis pas trop mauvais, parce que je sais que des fois ça fait pas plaisir dans l'entreprise, dans le sport, dans tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, si on veut avancer vers sa connaissance de soi, vers son aboutissement, son achievement, etc., on sait qu'on doit partir et à un moment donné, j'aime bien un des conférenciers aussi, Thierry Gabillet, qui dit, choisir c'est renoncer. Non, oubliez cette phrase-là, mais choisir c'est préférer. Choisir ses préférés. Alors oui, préféré, tu renonces quand même à certaines choses, bien sûr. Mais bon, c'est ma préférence et c'est aussi mon c'est là-dessus que la vie m'amène aussi, et c'est ainsi. Bien sûr, mais j'entends un aspect très constructif de la décision, quelle qu'elle soit. On parle de ceci, mais ça peut être d'autres qui t'amènent à l'étape suivante très vite, en fait. Oui, mais alors quand on fait cette prise de décision qui est souvent douloureuse ou qui peut être pénible pour soi-même et son environnement, et moi ça l'a été pour beaucoup de gens autour de moi, on enfouit des choses. On ferme la boîte et puis on met ça dans un coin, tu vois, à la cave. Et un des podcasts qui m'a le plus marqué, c'est avec Jean-François Nobel, parce que c'est aussi un ami, c'est quelqu'un qui est un grand conférencier. Et Jean-François, un jour, j'avais une conversation avec lui qui l'enregistrait en plus. Ça ne dérange pas si j'enregistre, parce qu'on a toujours des conversations tous les deux qui sont assez profondes. Et j'aimerais bien qu'on les enregistre. Donc il a enregistré. Et puis en fait, il y a un truc qui m'a marqué à vie aussi dans ce qu'il a dit, c'est Cyril, j'adore ce que tu fais, machin. Et moi, j'adore aussi ce qu'il fait lui. Et il me dit, mais il y a un
truc qui me dérange dans ce que tu fais, c'est que tu vas toujours chercher l'élévation. Tu vois, le mieux pour toi, c'est aller vers le haut, quoi. Le haut et l'amélioration. Et en fait, peut-être qu'il faut que tu creuses un peu quand même, quoi. Et accepter l'idée que c'est pas que l'élévation de conscience qui va te rendre meilleur, c'est simplement l'expansion de conscience. Alors là, quand il fait ça, c'est un game changer pour moi. Et là, j'ai rouvert des boîtes. Okay. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait partie de moi, quoi. Ces décisions compliquées que j'ai prises pendant donné, qui m'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir d'autres personnes, c'est ma vie. Et il faut que tu l'acceptes, Cyril. Donc, accepter aussi qui on est, avec ses failles, avec ses décisions, avec mais construire et avancer. On n'a pas que du beau, hein. Enfin, bien sûr. Le beau est aussi dans les cicatrices, dans des fêlures, dans des fragilités. Et c'est dur de les accepter. Et une fois que je l'ai fait pour moi, c'est ce que j'essaie de faire en partie avec d'autres personnes aussi. Oui, de rendre et puis de faire partager. Alors, si on en revient à Enduroman, on va pas passer sur le détail de l'épreuve, parce que peut-être simplement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ça reste encore une niche, hein. Minimum, c'est une niche assez exceptionnelle quand même. Peut-être juste les faits pour qu'on réalise l'exploit. Voilà, et puis on creusera pas plus. On a d'autres questions autour de ça, mais explique-nous globalement quoi ça consiste. Il y a quand même un Anglais en 2001 qui se dit, tiens, je rallierais bien Londres à Paris. C'est bien Anglais, ça. L'Anglais, c'est ça, la folie des Anglais. Moi, j'aime bien les Anglais pour ce côté fou, et puis allons-y, quoi. Et ils créent souvent des choses, les Anglais, puis les Français, ils vont mettre de la rationalité là-dessus. Et le joke, c'est un peu ça, parce que les Anglais, quand ils ont créé l'Enduroman, donc en 2001, je ralliais Londres à Douvres en courant, traverser la Manche à la nage, et puis après finir en vélo, donc une sorte de triathlon, mais pas dans l'ordre classique, et puis surtout pas avec les distances traditionnelles, puisqu'en vélo, c'est 300 km. Et après une traversée de la Manche à la nage qui est ultra épuisante, on est vidé, et donc il le fait ça. Une première tentative en 99 ou 2000, Edgar Eteux, et puis il a refait une deuxième tentative en 2001, et là c'est succès, quoi, il y arrive. Donc ça c'est un truc qui reste complètement oublié. Puis un jour il y a un autre qui dit 2-3 ans après, moi je le ferai bien ton truc, et puis après un troisième, puis un quatrième, et puis aujourd'hui, en 2025, il y a pas, je pense, on doit être à 56 achievements qui ont terminé, et puis après alors moi quand je m'y inscris, c'est un peu par hasard, parce que je me dis, ce truc-là... Pourquoi? C'est de l'intuition? Là, pour le coup, la première fois, ça m'ouvre une boîte, on va dire. Mais ça ouvre juste une boîte. Tu vois, pouf, voilà. Et une boîte lourde de conséquences quand même. La première fois, c'est juste ça. D'accord. Il y a une deuxième fois, parce que la deuxième fois c'est un deuxième, et là pour le coup il s'était passé autre chose entre temps dans ma vie, c'est que je voulais faire d'autres triathlons et j'avais pas été pris. Donc on rentre un petit peu dans les courses dans les années 2010 où il faut se battre un peu pour trouver sa place et son dossard, et puis moi je sens sentiment d'injustice, donc ça aussi on pourrait parler, l'injustice c'est un vrai moteur pour moi, et je me dis il y a un deuxième message qui tombe où je vois passer ça, je dis là il y a un message, il y a un truc là. Les autres ils veulent pas de toi là, c'est peut-être pas anormal, c'est peut-être même que ton histoire elle est peut-être là, et je l'ai vu trouver sa place, tiens. On revient. C'est ça, il y a peut-être une place pour toi, et d'autant plus qu'il n'y a pas un Français qui l'a fini encore. Est-ce que l'histoire pourrait pas s'écrire? J'ai envie d'écrire une histoire. Voilà. Et là pour le coup, c'est vrai que dans mon parcours il y a ce côté d'écrire des histoires, mais dans la rubrique trouver sa place, j'ai jamais vraiment cru que j'avais trouvé ma place, et là je voulais écrire quelque chose, et très modestement au tout début, mais finalement quand l'histoire commençait à s'inscrire et commençait à faire sens pour moi, il y avait le vrai sens, c'était partir d'un endroit pour arriver à un autre et pas faire une boucle. Londres, Paris, je trouve ça, je trouve le gars qui a créé ça, Edgar, je trouve ça juste couillu, mais en même temps il y a plein de symboles. J'aime ces symboles-là. Alors dans les symboles on pourra parler des heures, hein. Il y en a qui se triturent l'esprit à créer des symboles, d'autres à les décrypter, mais alors, le côté symbole, moi je les explique pas toujours, mais en tout cas ça me parle. Et les vivre. Et je veux vivre l'expérience. Et puis cette expérience fait boule de neige, parce qu'en fait une rencontre, puis deux, puis trois, et puis dans cette année-là en fait c'était une année incroyable en 2015, parce que finalement tout ce que j'avais fait au niveau corporate avant pour atteindre une fonction qui moi me prenait beaucoup en termes de charge mentale, mais aussi d'enivrement, parce que des directeurs généraux d'une grosse boîte quand même c'est assez stimulant, c'est grisant. Tu prends des décisions aussi, pas toujours les plus heureuses, mais en tout cas j'en ai pris pas mal, et puis là en fait je me suis dit finalement tout ce que j'ai appris au niveau corporate je vais le mettre dans le sport, et peut-être que finalement je suis pas un grand sportif, mais j'aime tellement le sport, je vais peut-être vivre moi aussi mon aventure à moi, et là c'est un peu ce qui s'est passé, mais ça s'est fait de fil en aiguille et très progressivement. Alors, c'était très court, parce qu'en fait entre septembre où je m'inscris et le mois de juin où l'épreuve a lieu, mais c'est une année, moi sur 10 mois j'ai vécu 10 vies en
10 mois, quoi. Et oui. C'était incroyable. Avec des rencontres, des hauts et des bas, des doutes, évidemment. Ça, c'est très bien raconté dans le livre. Et une question quand même que tout le monde se pose, comment on fait pour être chef d'entreprise, s'entraîner 20 heures par semaine? Qu'est-ce que l'un apporte à l'autre et comment on rend compatible en termes de bande passante et d'état d'esprit les deux activités? Comment on passe d'un monde à un autre quand même? Ouais. C'est alors sans flagornerie, mais vraiment, quand il y a eu le confinement, je me suis posé et j'ai voulu tout masteriser, tout ça. Je me suis dit, t'as écrit un bouquin, c'est bien, mais en fait, un bouquin, les gens, on est dans l'imaginaire et puis on se laisse emporter par l'histoire et à la fin, merci pour ce bon moment. Mais en fait, je me suis dit, non, c'est pas ça le truc. Moi, je veux masteriser le truc pour que ceux qui se disent, j'ai envie d'aller au bout de mon rêve, comment t'as fait, quoi. Ok. Et là, pour le coup, j'ai masterisé le truc. Pareil, alors là, pour le coup, mode entrepreneur, mode sportif, mode en plus écriture, mais j'y rajoute dessus le côté un peu digital, parce que c'est le confinement et qu'il y a l'émergence des podcasts, il y a l'émergence des intrapreneurs. Et moi, je m'intéresse à tout ça et je me dis, tiens, finalement, je vais faire une masterclass et je vais y mettre tout dedans. Okay. Mais je vais raconter, faire vraiment storytelling et à côté tout ce qui m'a permis d'arriver du point A au point B avec tout ce que j'ai appris aussi entre-temps sur la prep mentale, parce que je me suis assis, ça m'a animé pour comprendre quand même dans le cerveau comment ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Et la question que tu poses, vraiment, depuis 2016 où j'ai fini cette épreuve et puis 2020, il y a eu il y a le bouquin, j'ai perdu mon papa entre-temps, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie très fortes, on a changé de vie radicalement avec ma femme, on a quitté justement la vie grisante de l'entrepreneuriat, mais dirigeant salarié avec plein d'enjeux, plein de pression pour ralentir, se poser, changer de vie. On a vraiment changé de vie, on s'est installé dans un endroit très calme, on a pris beaucoup de risques d'ailleurs et je les regrette pas. Dans la nature, enfin proche de la nature. Voilà, on est tout simplement. Laurence le raconte bien mieux que moi parce que quand elle raconte ça, les gens ils disent mais c'est comment, parce que finalement tout lui revient à elle, parce que moi je prends des décisions, c'est une chose, mais il y a Laurence dans ma vie, c'est ensemble qu'on fait tout et qu'on fait tout ensemble, y compris cette épreuve, elle était là à côté de moi et heureusement d'ailleurs, parce que si elle n'avait pas été là, je crois qu'il n'y aurait pas eu le petit déclic, le petit truc qui fait qu'à un moment donné tu te transcendes, mais je voulais vraiment masteriser la chose pour que se dise mais tiens, déjà d'une forme d'héritage, comprendre, être de l'intérieur dans le truc vachement immersif, et un bouquin c'est immersif, mais ça n'explique pas tout, et là dans la masterisation c'est en plus mettre les outils, tu vois. Bien sûr. Et là, pour le coup, donc comprendre un peu la gestion du temps pour répondre à ta question. Alors, la gestion du temps, on a plein d'experts là-dedans, mais la gestion du temps, le temps qui passe, le temps qui coule, c'est quoi le temps finalement? Son rapport au temps, son propre rapport au temps, bien sûr. Et finalement, c'est tous très bien que quand on est passionné par ce qu'on fait, ça passe vite, et quand on s'emmerde, ça va être très long, quoi. Donc, comment faire une année extrêmement dense, mais sans que tu aies trop de jus, parce que l'énergie, ça se préserve, la santé, bien sûr, évidemment, ça va te perdre, mais finalement, moi j'arrive à la fin du roman, je suis invincible, j'ai le sentiment d'être invincible. C'est ce qu'on voit dans le livre. Donc ce livre, c'est un héritage, un outil, une boîte à outils de compréhension en tout cas, sur la base d'une expérience. T'en as un truc principal, toi, pour toi? Moi, écoute, ce qui m'a frappé dans ce bouquin, c'est, j'ai noté le titre, le sous-titre, c'est l'amour pour dépasser ses limites. Je voudrais qu'on y revienne d'ailleurs, parce que le mot d'amour est un mot quand même qu'on n'emploie pas souvent au quotidien, encore moins dans l'entreprise, toi. Et ce bouquin, il irradie l'amour de Laurence, des autres, de la nature, de l'activité. Irradié d'amour. Ouais, j'ai été percuté par cette appétence, cette délectation, j'allais dire, sur l'ensemble de cette épreuve qui pourrait aussi être vue comme une contrainte, une difficulté énorme, etc. Et on sent bien cette dimension supplémentaire. Comment tu le définis, comment tu expliques ça, et très honnêtement, j'encourage tous ceux qui écoutent à le lire. On ressent ça dans le livre. J'ai fait ce podcast, Non. Moi, je suis Thierry. On ressent ça, ce supplément d'âme ou d'amour, au-delà de l'exploit technique, de l'explication, du mental, du physique, de la nutrition, tous ces aspects-là. Comment tu ressens ça, comment tu l'exprimes, pourquoi tu utilises le mot amour, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, tout ça? L'écriture a été un vrai exercice pour moi. J'avais pas écrit comme ça, un bouquin en fait. Écrire, j'aime beaucoup écrire. J'écris vraiment énormément, mais des idées. D'accord. Toutes les formations que je fais, j'écris comme toi, c'est calepin. Après, ça a été sur mon ordi, etc. Donc j'ai toujours beaucoup de notes. C'est une des clés quand même pour répondre à ta question. C'est plus on écrit, plus on va mettre des processus qui font qu'on est capable de se connecter avec
hop, on franchit une marche, une autre, on ancre. Exactement, l'ancrage. Et puis en fait, dans ce processus d'écriture, je commence à, la question m'est posée, comme tu me l'as posé tout à l'heure, mais comment tu fais, quoi, le temps, l'énergie, etc. Donc ça me questionne sur l'énergie. Et puis j'y mets dedans, dans l'écriture, je me rends compte que j'ai rencontré Jean-François Duforez, qui est un spécialiste du sommeil. Déjà, la notion du temps, le sommeil, comment optimiser son temps de sommeil, mais aussi pour pouvoir mieux vivre ses journées. Puis finalement, la conclusion avec François, c'est embrasse ton sommeil. Et je me suis réconcilié avec le sommeil déjà, parce que si on n'aime pas dormir, forcément, ça peut nous questionner, et c'est pas une perte de temps que de dormir. Et deuxième élément, c'est avec mon prêtre mental à l'époque, que je rencontre pareil pendant cette année-là, Philippe Leclerc, qui me dit très simplement attente égale détente, parce qu'il voit que je suis un énervé et que dès que je suis pas productif, je suis tendu. Il me dit mais Cyril, tu vas changer maintenant de pensif, attente égale détente. Ok, je fais quoi de ça? En fait, je me rends compte d'être plus détendu. En fait, je vais être plus perspicace. Je vais créer de la valeur, faire de l'innovation, etc. Des choses que je faisais pas avant, parce que j'étais un peu en mode bourrin, comme il disait, et ce qui est tout à fait vrai, y compris dans ma façon de me comporter, de me mouvoir dans l'espace, beaucoup de force. Et lui m'avait dit, et à juste titre, si tu continues comme ça, tu pourras pas finir ton épreuve. Il faudra de la relaxation, du relâchement, etc. Et trouver tes temps de récupération. Donc je mets tout ça bout à bout, tu vois, dans mes écritures, et je me rends compte en plus, comme par hasard, sur cette période-là, Edgar, l'organisateur de l'épreuve, il m'a écrit un long mail, mais un très très long mail, en me disant on n'a rien compris de ce que tu as fait, mais rien. Et il écrit, mais il explique. Pourquoi Cyril il fait ça, pourquoi il s'arrête, en fait ils me disent, ils écrivent tout du long, tu t'arrêtes tout le temps. Tu perds du temps. Bien sûr. Et à la fin, même quand tu étais en vélo en train de battre le record, tu t'arrêtes encore. D'abord, tu t'arrêtes à Beauvais, puis après, tu t'arrêtes à Beaumont-sur-Oise. Il s'arrête. Mais il perd du temps. Et en fait, il m'écrit à la fin, non, on a compris. À force de faire tous ces arrêts, tu te recharges en énergie, parce qu'en fait, t'allais vers les gens, et vraiment, à Beauvais, j'avais fait une fiesta, déjà à Calais, on avait fait une fiesta, à Beauvais, j'avais des partenaires là-bas, et je me suis arrêté une demi-heure, j'aurais dû continuer, mais si, le fait d'avoir ce ressourcement m'a ramené encore plus d'énergie pour partir encore plus fort, plus vite, plus solide, et m'arrêter à Beaumont-sur-Oise, là, c'était mon club de cœur à l'époque, qui était pile poil sur le parcours, donc je m'arrête, et là, je fais une grande pause, mais l'organisateur, il m'a à la fin, mais merci, parce que tu bats le record en faisant des pauses. Donc c'est une partie de la réponse à ta question. C'est finalement l'amour, et c'est là que je le trouve en fait. Parce que tu t'arrêtes dans ces moments de ressourcement et de rencontre et de connexion avec l'autre, et tu dis mais en fait l'amour il est là, il est présent, tu t'en rends même pas compte. Avant il était déjà là, mais tu savais pas le saisir parce que tu donnais pas de fenêtre pour ça, t'avais pas le temps pour ça. Tu laisses l'espace à l'amour, à la recharge, à la énergisation. Alors au début, je dis pas l'amour, parce que ça fait un peu comme tu dis, cuculapraline ou fleur bleue, je sais pas. Mais au bout du compte, quand tu mets des copains, tu vas peut-être pas parler d'amour, mais comme je parlais tout à l'heure, un coup de foudre, en fait 6, c'est de l'amour. Tu mets le mot que tu veux, moi j'ai l'amour du moment présent, tout simplement. Et voilà. Ça peut être aussi de l'autre, bien sûr. C'est la contemplation. Bien sûr, Et puis Laurence, en fait, ça se résume peut-être à ce petit moment de grâce qui est là, dans le parcours où je suis au bout de ma vie, quoi. Ça, c'est devenu un TEDx. Vraiment, c'est peut-être un peu surfait, vu comme ça, dit comme ça. Mais quand même, c'est la vérité. C'est ma vérité. C'est qu'à un moment donné, j'arrête, quoi. C'est quand même une épreuve de fou, hein. Faut le dire, hein. On en parle comme ça, mais. Ouais, moi, en tout cas, vu de l'intérieur, je me suis toujours dit, en voyant les épreuves que je faisais après, je dis, mais comment eux, ils font ça? Mais pendant moi, je l'ai fait. Il y a un côté, tu sors de ton corps et tu dis mais c'est pas possible que j'ai fait ça. Et alors l'enduroman c'est x10, et en plus dans le milieu de la Manche, à la fin, quoi, en fait, je l'ai abandonné, et Laurence, elle m'a vraiment mis un coup de jus, tu vois. Et là, si ça s'appelle pas de l'amour, tu appelles ça comme tu veux, mais moi c'est en fait, elle m'envoie sa dose sa dose. D'ailleurs, on peut parler d'hormones, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, etc. Et voilà, donc est-ce que finalement cet amour qui est régi aussi par nos hormones, tu vois, nous amènerait pas sur de nouvelles pistes? Et c'est là que j'ai commencé à explorer après l'écriture, justement un autre univers, quoi. Et donc bien sûr, François Duforez m'a amené là-dedans. Dans les sommeils, on parle de rêve, et forcément on va dans des univers du subtil, des choses beaucoup plus fines, des choses qu'on ne perçoit pas. Bien sûr. Et c'est là que j'explore les perceptions sensorielles, et que je me mets dans le mentalisme, et toutes ces choses-là où on y croit, on n'y croit pas, c'est pas le sujet, c'est présent. T'explores. Ouais, c'est une exploration, bien sûr. Et là, tu découvres encore d'autres choses. C'est infini, c'est à l'infini, en fait. Et puis, alors, tu mets le doigt quand même sur un sujet que je trouve tellement peu utilisé dans l'entreprise notamment, mais aussi dans notre vie, c'est la notion d'énergie, quoi. On devrait
tous avoir un énergimètre, mais avoir les principes et les rituels qui nous permettent de nous ressourcer. Et puis, la vie actuelle qui, au contraire, nous pousse toujours plus, de plus en plus active. Quand est-ce qu'on se crée ces espaces de... Ça, c'est marrant ce que tu dis. Parce que là, pour le coup, pour être très rationnel, une des premières choses que j'ai faites en 2017, quand je faisais mes premières conférences avec les dirigeants d'entreprise qui me sollicitaient, c'est le énergimètre. Ouais. Je dis voilà, c'est quoi ton... J'ai pas comment tu vas aujourd'hui, parce que quand tu vas c'est 0 ou c'est 1, c'est un peu binaire. Bah, c'est entre 0 et 1, il y a peut-être un peu du subtil. On va mettre entre 0 et 10, et là on va mettre des 1, 2, 3, 4, 5, mais on pourrait être 0,1, 0,2, et c'est quoi ton niveau d'énergie là, tout de suite et maintenant. Et là, tout le monde se rend compte d'un seul coup que mon niveau d'énergie, en fait, il est extrêmement fluctuant et va, non pas à la journée, à l'heure, à la minute, mais même à la seconde, quoi. Bien sûr. Oui, ça peut être une rencontre, une injection, comme tu dis, de quelque chose qui te redonne de l'énergie, au contraire, qui te plombe. On a tous vécu ça. Et une des vertus de tout ce que tu nous dis, c'est que ça s'apprend. J'entends, c'est parce que jamais on apprend ça à l'école. Enfin, voilà. Oui, elle n'a pas de cours là-dessus. Voilà. C'est vrai. Est-ce que le sport, du coup, est pas un des leviers principaux? Mais il y en a sûrement d'autres. Mais le sport école de la vie, hein, Thierry. C'est ça. On est d'accord. Mais du coup, c'est une invitation à apprendre chacun et à s'ouvrir à ces dimensions-là sans aller dans les étoiles. Bon, j'y arrive pas, mais ça fait rien. Mais tu vois, je pense à l'école. Enfin, à l'école, on avait du sport, on faisait des siestes, et puis après, on en met moins en moins. Puis tu grandis, moins on te met de sport, des siestes, on n'en parle même pas. Et en fait, voilà, on se remet un petit peu en question ces derniers temps en se disant finalement, on n'est pas dans le côté très rationnel de la chose, un cerveau intelligent, c'est aussi un corps intelligent. Un être intelligent, c'est pas qu'un cerveau intelligent, c'est aussi un corps intelligent. Et heureusement, on y revient un petit peu, mettre un peu de proprioception, de capacité à se mouvoir, à partager avec l'autre. Tout n'est pas dans les mots, bien sûr, dans le cerveau. C'est parfois juste des corps qui parlent de corps à corps, comme tu as dit tout à l'heure, d'âme à âme, et ça, moi, j'aime bien aller explorer ces sujets-là. Et pour ceux qui t'écoutent, moi, en t'écoutant, je vois des images, en fait. J'entends des mots, mais je vois des images. L'image de la Bretagne, l'image du tatami de judo, l'image des derniers mètres de la traversée de la Manche. Et je trouve que cette ouverture au symbolisme, aux images, à l'intuition, à la perception, beaucoup de mots qu'on a employés, c'est aussi une constituante qui, je trouve, est très marquante dans tout ce que tu nous dis, qui nous invite aussi, nous aussi, à nous questionner sur la place qu'on laisse à ces aspects-là. Ouais, pas pour moi en tout cas, pas une place suffisamment grande, mais tu m'aurais dit ça il y a 15 ans, j'étais pas prêt à écouter ça, j'ai rigolé quoi. Et je me souviens qu'à 35 ans, je rigolais quand je voyais des copains à côté de moi qui faisaient du gainage, de la proprioception, des exercices de respiration, certains des salutations. Moi ça me faisait rien, parce que j'étais pas prêt. Donc aujourd'hui, quand je dis un petit peu ces sujets-là, tu vois, qu'on a tous les deux, à quelqu'un qui vient en face de moi et me dit, il me fait marrer. Il me fait, oui, en fait, je me revois moi il y a quelques années en arrière. Non, puis c'est ok. Il y a aussi des âges, des parcours de vie qui font qu'on est plus réceptif à un moment ou à un autre, mais on est en train de se dire que cette composante-là, elle existe en tout cas, et elle peut être et t'en es l'exemple frappant dans la place qu'elle a pu prendre. Dans tu vois, notre discussion, il y a un truc qui me fait le titre pour le coup, c'est que j'ai toujours été attiré par les personnes beaucoup plus âgées que moi. D'ailleurs, ma femme me le dit souvent. D'ailleurs, toi, t'as une maturité que quand je t'ai rencontré, t'avais pas 30 ans, t'avais une maturité qui m'attirait. Voilà, c'est attractif pour elle. Moi, j'étais attiré justement par ces maturités. C'est des gens qui sont accomplis, pas tant parce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils incarnent aussi. Et t'as une forme d'attirance pour ces. Moi, j'ai une forme d'attirance pour ces gens-là. Raconte-moi ton histoire. Tu sais, moi, je suis un peu has-been et tout, mais putain, il y a une richesse chez nos anciens entre guillemets. Et j'aime bien l'idée d'être un ancien, non pas peut-être un vieux con, j'en sais rien, un vieux sage comme tu veux, mais de pouvoir partager justement, de partager des choses de par le vécu, de par l'expérience. Et moi, c'est ce que je suis toujours allé chercher en fait. Donc, j'aime bien l'idée d'être un vieux con aussi des fois. Et alors du coup, l'ensemble de tes activités maintenant, sur la dimension mentale, sur les podcasts, sur les formations que tu fais, etc. C'est quoi? C'est une vocation de partage, d'ouverture au plus grand nombre de ta philosophie et de ce que tu as appris toi? Quel est le driver de tout ça, de toutes ces activités sur le fond? Qu'est-ce que tu cherches? Explorer toujours, c'est quand je me réfère à toi, notre discussion par rapport à mon grand-père qui était très il adorait le côté nomadisme de l'humain quoi, l'humain sédentaire, non quoi, enfin lui il l'était sans doute, mais c'était avec regret qu'il avait été trop sédentaire dans sa vie. Et il faut bouger quoi, il faut aller à d'autres choses, il faut aller à la rencontre d'autres pour se redécouvrir soi-même, et je pense que le driver il est peut-être quelque part là-dedans, mais finalement ça s'est fait naturellement. Partager en soi, non, je
j'aime bien l'idée d'être égoïste et garder les choses pour moi, d'aller pas pour moi, qu'est-ce que je peux en faire, ma curiosité pour ma culture personnelle. Bon, mais après, le fait est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, tu vois, il y a eu le bouquin déjà, donc l'écriture, mais ça, je l'aurais jamais fait seul. C'est parce qu'il y a 2 personnes, dont une Laurence, qui m'a dit, faut que t'écrives parce que c'est un devoir de remerciement, t'as un devoir de partage. Comment t'as fait? Conseil. Donc je l'ai fait pour ça, pour elle. Vraiment, mais pour moi en finalité bien sûr c'était un exercice pour moi. Et puis un autre, Brahim aussi, qui m'a fait, lui pour le coup il a fait un coup d'hypnose, il m'a fait une tape dans l'épaule, il m'a voilà, mais vraiment il m'a vraiment j'ai rasé l'état forcément seconde, c'était à l'arrivée. Et 2-3 heures après, il me dit ça, tape dans le dos, pof, etc. Il m'a fait un ancrage extrêmement puissant, extrêmement fort. Je pense qu'il a fait exprès en plus, tant pas fait. Et donc voilà, et puis ça, c'est resté ancré dans mon cerveau. Et oui. Et voilà, là d'ailleurs. Et du coup, ouais, t'écris, et j'ai écrit. Et donc en fait, c'est plus les canaux de communication qui sont venus à moi. Et donc c'est pas une envie de partager, mais ils sont saisis à moi. Comprends. Et j'ai fait simplement. Tu vois, le podcast, si je l'avais fait par nécessité ou parce qu'il faut le faire, je l'aurais fait bien plus tôt. Parce qu'il y a eu une mouvance à un moment donné de podcasts qui sont arrivés avant le Covid et j'étais pas dedans. J'aurais dû même. Aujourd'hui, si j'étais vraiment dans la dynamique fait parce que c'est utile et c'est nécessaire, etc., je l'aurais fait. Mais c'était pas le moment et c'est pas venu. Et j'ai pas forcé la chose. Alors aujourd'hui, je pourrais dire c'est dommage parce que si j'avais fait plus tôt ça, il y aurait plus d'audience, plus d'impact, etc. Et ça m'a questionné aussi. Puis un jour, j'ai entendu un podcasteur dire de toute façon, moi j'ai 500 auditeurs chaque semaine et je suis heureux avec ça parce que c'est ma niche, c'est ma cible. Ah bah d'avoir entendu ça, je me suis dit tiens, finalement, moi j'ai cette quête de faire plus, mais c'est une quête. C'est pas une quête naturelle. Oui, c'est pas un objectif en soi, en tout cas. C'est un peu ton conditionnement. Ouais. C'est une sorte de conditionnement. C'est l'éducation, le marketing que tu as autour de toi, et puis finalement tous les messages que tu as t'amènent à faire du plus ou à faire avoir de l'audience. Donc ouais, si tu rentres dans ce schéma-là, bah oui, forcément faire les choses dans ce but-là. Mais sans dégrader ce que tu es, ton projet, tout n'est pas bon pour faire de l'audience, j'imagine. Ah non, mais par contre j'ai un devoir d'en faire maintenant parce que quand je t'interviewe toi, quand j'interviewe des personnes qui ont un message et un impact, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que je connais la personne, là pour le coup, je me mets en pression moi, pas pour moi, mais vis-à-vis de la personne qui dit moi quand même quoi, faut que ce podcast ou cet audio, ce canal que j'ai là, qui est à ma disposition, il faut que j'œuvre un peu plus là-dedans parce que ça devient une mission en fait. On m'a posé la question, mais finalement si t'avais qu'une mission de vie, ce serait quoi? J'en sais rien, ce qu'il raconte comme question là. Et finalement oui, il m'a amené sur champion de ma vie avec les sportifs de haut niveau et pourquoi tu veux les aider, etc. Et ouais, quand je vois des sportifs de haut niveau qui galèrent ou qui n'ont pas le temps aussi, ou qui n'ont pas les codes, et qui mériteraient d'avoir une audience, mais qui n'ont pas les outils pour ça, ni le temps, ni le mindset encore, ils sont pas encore prêts pour ça, du bon bah voilà, finalement grâce à champion de ma vie, on va pouvoir leur donner une audience. Et puis bah tu connais aussi la naissance, la vocation de champion de ma vie, c'est surtout aider la personne à trouver son message pur, quoi, en fait, la pureté de ce qu'elle fait, quoi, de ce qu'elle est. Oui, donc ta vocation, c'est moins un partage que aider l'autre à trouver sa place, pour reprendre notre expression, trouver qui elle est, être sur son chemin de vie, quoi, et devenir, d'ailleurs, le terme de champion de ma vie exprime bien ça. Il est né naturellement, en fait. Bien sûr, Et quel est ton rapport à la performance, au sens performance sportive, être le premier, être payé, etc., ou la performance business, commerciale, etc. Pression, c'est-à-dire c'est pas... Je l'ai dompté, si tu veux. Parce que quand tu es chef d'entreprise et que tu as des centaines de salariés qui comptent sur toi, tes prises de décision, les bonnes orientations, les bons choix, etc., les bonnes coms, évidemment, tu fais ton job, quoi. Mais c'est une forme de pression. Donc la performance, pour moi, c'est pression. Donc au sens plutôt négatif. Ah oui, c'est pas la pression qu'on va boire. Oui, non, c'est une pression dont t'aimerais bien peut-être te détacher. C'est comme l'énergie, tu sais, t'as des différents niveaux de pression, donc là pareil, on ne peut pas se dire si la pression elle est à 3 sur 10, ça va, quoi. Mais oui, quand je dis pression, c'est plutôt quelque chose de négatif pour moi, donc et ça va pas contribuer à quoi, mon développement de mon énergie, puis surtout ma création, en fait. Je suis rentré dans une nouvelle étape, je sais pas, en 2018, 19 dans ces eaux-là, sur l'envie de créer des choses, en fait, ou renouer avec ça. Et en fait, tu vois, faire de l'assessment dans tous les sens, tu vois, les profils que j'ai pu avoir. Donc, je m'en suis refait un, je me suis dit, tiens, finalement, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Donc, j'ai fait un profilage, tu vois, et puis ce qui ressort, c'est l'esthétisme. Putain, mais oui, mais je le savais, ça. Et oui. Tu vois, c'est cette envie de trouver quelque chose de beau, la beauté dans ce que tu crées. L'harmonie, on y
y revient aussi. Tu vois? Non, il y a une vraie cohérence, bien sûr. Et donc, ouais, j'ai redécouvert un petit peu ces profilages, sûrement ce qui me concerne, parce qu'à force de le faire aux autres, tu dis, bah, tiens, finalement, faut peut-être les remettre à jour pour toi. Et ouais, donc ce côté créatif, le côté artistique de la chose, c'est faire du sport, c'est pas simplement. Et là, pour le coup, tu m'as aussi éclairé, toi, dans d'autres conversations, par rapport à cette connexion, pas seulement la performance, mais le beau, l'élégance que tu appelles toi l'élégance, et moi, pour le coup, j'appellerais plutôt la grâce, mais faire des choses qui laissent une empreinte. Bah, c'est facile de laisser des empreintes aujourd'hui, il suffit de marteler au fer rouge la chose, mais c'est pas parce qu'on est marqué au fer rouge que ça va nous rendre heureux, quoi. Marqué au fer rouge, ça fait mal, quoi. Bien sûr. Donc, par contre, inspirer les gens en laissant une marque heureuse, bah, ça c'est autre chose. Ouais, donc laisser une trace et écrire ton histoire, mais une certaine histoire heureuse, tu l'appelles, un bel état d'esprit. Et du coup, la pression, c'est un mal nécessaire. Il faut quand même de la pression ou... Oui, quand même, ouais, non, bah oui. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de mouvement. Genre l'enduroman, c'est juste une pression de le finir. Oui. Voilà. Non, s'il n'y a pas de pression, il n'y a pas l'énergie, quoi. En fait, c'est peut-être une énergie un peu négative au départ. Bah, tu vois, moi, j'aime bien l'idée aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 5-10 ans, de cette énergie un peu sombre, très bien, qu'on trouve partout, dans des films, dans des histoires, etc. Mais le côté obscur de la force, moi qui m'a beaucoup... un des premiers films avec mon père, c'était au cinéma, c'est le Jedi, quoi. Enfin, j'ai squatté tous les Walt Disney, mais après t'as le retour du Jedi avec le côté obscur, et là tu dis, bah tiens, il y a des trucs obscurs, c'est quoi cette histoire? Bah c'est une énergie, et c'est plutôt sombre, c'est la pression, on peut parler la colère, l'agacement, l'injustice, et souvent, bah quand tu discutes avec des sportifs ou même finalement avec des entrepreneurs et tout le monde, quand tu dis, va au tout début, tout au bout, il y a un truc un peu dark, des fois. Bien sûr. Donc, mais c'est aussi vrai chez les artistes et les créatifs. Et oui. Bien sûr. Mais donc l'énergie, il faut bien qu'elle parte de quelque part, et puis après on la transmet. Tu parlais d'harmonie, on peut la transformer en quelque chose de plus beau, plus harmonieux, plus... La maîtriser l'énergie, en fait. Et alors du coup, ton prochain défi, on peut en parler, c'est un triathlon au Japon, avec des... qu'est-ce que tu recherches dans les défis à venir, quels qu'ils soient? C'est quoi la nouvelle quête pour toi? Quand on a fait l'enduroman et déjà des c'est plus mon lifestyle aujourd'hui qui m'anime, et qui me rend heureux et qui m'apporte vraiment une énergie au quotidien. C'est cette connexion à la nature, on a parlé tout à l'heure, mais tu vois, aujourd'hui ma vie elle est vraiment drivée par ça, la météo qui fait, les saisonnalités, la nuit, le jour, voilà, c'est que ça, on est beaucoup moins régi par un réveil, par le temps, l'horaire moi et ma femme, on a réussi à se mettre en harmonie tous les deux, ce qui est pas simple, parce que des fois quand on est seul et quand on est en couple et que c'est une démarche individuelle et que l'autre n'est pas prêt à ça, c'est compliqué. Donc moi j'avais mis de l'eau dans mon vin pour ça, parce que avec Laurence n'était pas prête, mais j'ai créé les circonstances et les environnements pour que petit à petit elle comprenne un petit peu ce nouveau processus qui aujourd'hui est à un niveau au-dessus de moi. Elle dit mais jamais je retourne en ville, le stress, le machin, etc. Donc on fait un petit peu recul quand on dit des choses comme ça, mais on est très respectueux de notre horloge interne biologique, donc qui nous connecte à la biologie autour de nous, donc la fameuse homéostasie, donc moi je suis très en recherche de ce processus de bien-être en fait. Et ça, pardon, je t'interromps parce que je pense qu'il y a deux étapes importantes dans ce que tu dis. Il y a se connaître soi-même, avec tout ce que ça comporte, on le dit rapidement, et puis du coup créer les conditions et l'environnement qui te permet que cette connaissance de toi puisse s'exprimer dans un environnement propice, avec tous les obstacles que ça peut créer. Mais ça c'est un peu, je pense, un message intéressant en termes de c'est une conviction très forte. Jean-François Zobrist. Jean-François Zobrist, et pas que lui, mais ça fait partie des personnes qui m'ont à un moment donné m'a marqué en le disant. Vie, qui est une des premières entreprises libérées, bien documentées. C'est ça, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et lui, il dit tu peux pas changer l'homme. L'homme est bon de toute façon. Alors il a été travesti, il a été changé, etc. pour plein de mauvaises raisons, en tout cas. Et à un moment donné, si tu veux changer les personnes, tu ne peux pas faire changer les gens. Par contre, tu peux créer l'environnement. C'est ça. Qui va les amener, eux, à se développer. C'est ça. Voilà. Donc, soit tu le fais avec un gros coup de chaud et forcément, là, c'est fait action-réaction, ou alors tu étais beaucoup plus, t'acceptes la lenteur, le processus qui se fait par ménagement ou par management, en fait, comme on veut. Et après, finalement, la personne d'elle-même se rend compte de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui fait pas bien, et elle va explorer, et c'est d'elle-même qu'elle va prendre ses décisions. Voilà, donc ça, c'est... Et tu l'as fait pour toi-même, et finalement, tu le fais pour les autres.
Ah oui, je suis un manipulateur. Non, je suis un grand manipulateur. À destination des honnêtes gens, on va le dire. Oui, non, le titre d'un bouquin. Mais... Avant, j'étais un peu manipulateur en tant que manager. Dire, voilà, il faut faire ci, expliquer aux gens, voire même, mettre pas comme tout manager. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, l'émergence des nouvelles générations, ils sont pas couillons. Non, c'est tu m'écoutes moi et après je t'écouterai toi. Ton entreprise, elle est bien belle et bien gentille, mais d'abord bien moi, c'est tu m'écoutes moi et on verra ce qu'on peut faire ensemble. Donc finalement, par rapport à ça, c'est cette compréhension de qu'est-ce qui anime l'autre et de pouvoir pas le manager cette fois-ci, mais l'amener une fois de plus à créer lui son propre écosystème de la performance pour lui. Alors pour le coup, la performance elle est moins sous pression, elle est moins subie. Et pour répondre à ta question, dans le projet, moi ce qui m'anime, hormis cet équilibre global, cette harmonie, oui, à côté de ça. Alors pourquoi ça d'ailleurs, c'est pour vivre plus longtemps aussi, parce que j'ai le secret espoir de vivre très longtemps, jeune, et de fêter mes 50 ans de mariage avec ma femme. Ça, c'est une vraie motivation pour moi. Qu'est-ce qui me motive à vivre vieux, c'est fêter mes 50 ans de mariage en bonne santé avec elle. Et du coup, le sport est juste un ingrédient absolument essentiel. Exactement, ça fait partie des ingrédients. Mais quand même, on se refait pas. Oui, j'ai besoin d'avoir aussi un peu de challenge, et des challenges non pas... Alors oui, j'ai fait comme beaucoup de gens les courses qui me faisaient rêver. Et puis à un moment donné, il y a encore d'autres qui me font rêver. Mais je me suis dit, mais en fait, tu vois, un peu pas fatigué, mais épuisé par le fait qu'il y a beaucoup de gens maintenant et qui courent je sais même pas toujours pourquoi après un dossard ou après une telle ou telle épreuve. C'est juste parce qu'en fait, c'est du marketing et qu'ils le font parce que voilà, ça, c'est un jugement de valeur et je l'assume. Mais pour autant, moi, je voulais plus ça, quoi. Puis il y a le confinement qui est passé là-dessus, tu vois, et là ça m'a éveillé sur plein d'autres choses, donc je me suis dit, crée ta propre épreuve. Donc j'ai créé mon triathlon avec l'arrivée au sommet du Mont Blanc. Je me suis dit, tiens, quitte à l'appeler, lui donner un nom, autant ce qui vient à l'esprit, ce qui vient à l'esprit en pleine nuit, c'est le summum pour moi. Et je suis un bon entrepreneur que je suis, j'ai fait clac, j'ai vérifié summum si c'était déposé, c'était pas déposé. Ouais. Je dépose summum, il y avait juste un spiritueux qui s'appelait Summum, une salle à Grenoble aussi qui s'appelle la salle Summum, et puis une belle revue magazine aux États-Unis pour les hommes coquins. Mais du coup, hormis ça, il n'y avait pas grand-chose sur Summum. Donc j'ai déposé, puis je me suis dit, voilà, c'est Summum Mont Blanc. Et puis comme je suis un peu challenger, alors oui, c'est vrai, malgré l'harmonie, le côté paisible, il y a encore un peu d'agitation à l'intérieur, faut l'avouer, et en tout cas de stimulation. Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça en moins de 24 heures. Mais ça, c'est parce que quelqu'un me l'a mis en suggestion. C'était mon premier entraîneur qui reste toujours un ami, Laurent Chopin. Il m'a dit, mais ton truc là, ce serait sympa de le faire en moins de 24 heures. J'ai dit, ouais, j'ai comme n'importe quoi. Puis dans le match, très vite, c'est pas con. Tiens. Et puis voilà, je me suis challengé là-dessus. Je l'ai fait en 2021. Donc maintenant, il y a d'autres qui le font. Et puis je m'étais dit très tôt, je vais le décliner aussi sur d'autres sommets qui me font vibrer. Donc il y avait le Mont Blanc, il y a le Fuji, Kili. Donc on va décliner ça. Et puis après, comme dans mon parcours, il y a 6 gens qui m'inspirent, qui sont pas dans mon courant de pensée, mais ils me font changer. Des gens comme Xavier Thévenard, où on se dit, t'es gentil Xavier avec ton côté écolo, ça va 2 secondes. Mais en fait, moi je vais le rencontrer, je discute avec lui, je vis avec lui et je me rends compte qu'il y a toute une éthique, une vraie raison, une façon de vivre qui m'a beaucoup inspiré en allant vers lui, chez lui. Et quand il dit lui, cette phrase toute simple, j'ai rien, mais j'ai tout. Moi, c'est un game changer, une fois de plus, parce que je suis dans l'environnement, je suis dans son écosystème. Ouais. Et ce qu'il dit là, tout de suite, boum. Et je me dis, ouais, mais c'est pas qu'il a raison et qu'il a tort, c'est qu'est-ce que je fais de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et en quoi je vais me nourrir de ça. Et je vais alimenter mon projet, mon processus pour être dans une démarche qui colle à cette éthique-là, mais parce que moi, je m'en suis imprégné. Pas juste pour lui faire plaisir à lui, ni à je ne sais qui d'ailleurs, mais parce que moi, dans mon processus d'évolution, je suis mature pour ça. C'est ça. Ouais, accepter qu'il y a aussi des étapes et je retiens le t'intégrer dans des écosystèmes qui sont pas forcément les tiens, en enlevant les a priori au départ, et ce qui est toujours compliqué, évidemment, et puis d'en retirer ce qui a du sens aussi pour toi. C'est pas du copier-coller non plus, tout simple. Ça c'est un combat, ça. Ouais, bien sûr. C'est un combat de vie, parce que je sais pas toi, les gens qui nous écoutent, mais des fois, un jour, tu te rends compte que tu as une idée, une croyance, mais c'est pas la tienne. C'est celle qu'on t'a mise à ton insu. Et c'est pas fait exprès. C'est juste le cerveau. Il a capté un truc, il a enregistré, c'est intégré dans tout ton corps, Et un jour, dans un nouveau contexte, tu te rends compte que c'est pas toi, en fait. Ça colle pas avec ton équilibre à toi. Et là, tu dis, mais en fait, c'était une croyance qu'on m'avait mise, et finalement, et avant, j'avais des jugements de valeur sur des choses. Là où d'un seul coup, en fait non. Et moi je me suis toujours battu contre ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas évoqué, mais si on demandait à Laurence, qui partage ma vie depuis toutes ces années, si avec un truc sur elle dirait, je le sais, si elle y juge pas. Ouais. Mais si, dans ma petite intérieurement,
c'est tout le temps. J'ai des jugements. C'est une lutte. Ouais. Ça, c'est une vraie lutte. Ouais. Permanente. Mais on doit tous apprendre à le faire parce que de toute façon, on trimballe nos a priori et puis nos croyances acquises un peu partout. Je suis très observateur de ça pour moi. Quoi, en tout cas. Alors des autres, avant c'est les autres. Et maintenant, avec le temps, tu dis, mais en fait, toi, intérieurement, tu conscientises tes petites voix intérieures, tes jugements de valeur intérieure, et là, hop, tu te reprends. Donc ouais, c'est comme dans Tintin, tu vois. J'avais Tintin, t'avais le petit diable qui apparaît. Enfin, d'abord t'avais le petit ange. C'était Milou, c'était pas Tintin, c'était le chien. Et t'avais le petit ange qui apparaissait. Puis après t'avais l'autre dans Tom et Jerry aussi. Jerry, tu avais le diable qui parlait et tout. Et moi c'est ça, je me reprends souvent avec ces deux petites voix intérieures, tu vois, comme dans ces dessins animés. Enfin, c'est bande dessinée. Et dans tes accompagnements de sportifs sur le plan mental ou entraînement, peu importe, est-ce que tu essaies de faire passer ces messages-là aussi, liés justement à enlever leur a priori, enlever leurs croyances limitantes, trouver leur chemin de vie, donc sortir un peu de la dimension purement sportive ou périphérique sur cette philosophie-là, je dirais. Est-ce que c'est des choses que tu essayes de faire passer quand tu es sportif? Oui, alors avant, je le faisais d'une certaine façon en mode manager. Point 1, point B, petit 1, petit 2, petit 3, tu vois, parce que t'as la structure, t'as la méthode et tout, et ça marche pour tout le monde. Ouais, maintenant, tu te rends compte que la vie, c'est pas ça. Et pour le coup, on a des cheminements qui sont tous individuels, à des moments différents, sauf quand il y a eu le Covid, on avait tous à un moment donné, c'était étonnant d'ailleurs, et ça se sentait vraiment dans tout était vraiment aligné dans l'univers autour de toi, même la nature, elle trouve sa place et tout. Ça, c'était juste une parenthèse. Mais quand j'ai les sportifs que j'accompagne, c'est vraiment c'est du dialogue en fait, c'est une écoute vraiment, tu vois, tout le podcast aussi, d'essayer, et c'est pour ça que je fais du podcast aussi, pour m'améliorer moi aussi dans l'accueil, une vraie écoute, ce que je fais pas avec toi, pour le coup, là, je m'écoute parler. C'est le peu. Mais vraiment dans une vraie écoute de l'individu en face de toi pour savoir quel est son point de blocage, qu'il n'a même pas conscientisé lui-même, mais dans le dialogue, le partage, tu vois, la discussion, voire même la dispute, des fois. Je suis beaucoup plus enclin aujourd'hui à faire des disputes, parce que c'est pas bien, faut pas se quereller et tout. Mais si, en fait, parce qu'en fait, on a des points de vue différents, c'est une dispute, mais on se regarde les yeux dans les yeux, on se fâche pas, on n'est pas en colère, on n'est pas en train de défendre à bout de gras, on a juste des opinions différentes. Et là, tu progresses en rentrant dans l'opinion de l'autre et bien sûr. Ah oui, mon rôle, c'est plutôt de rentrer dans la compréhension de l'autre par rapport à ce qu'il est en train de défendre. Et puis, finalement, plus je rentre dedans, il va défendre. Et puis après, en fait, je vais comprendre aussi son cheminement à lui, et qui fait que, pour son épreuve, pour son défi, pour son challenge, pour sa médaille, etc., il y a des points bloquants. Et si je suis dans sa compréhension, et que petit à petit, je le mets sur un autre regard, je l'avais pas vu comme ça. Et oui. Et là, c'est game changer. Et là, il se débloque, bien sûr. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc, c'est que ça, en fait, pour moi, c'est que ça, entre autres, mais c'est finalement, même avec Laurence, avec tous les gens qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné, on parle de déclic, tu vois, il y avait un avant, un après, donc, comment je peux générer ça, mais dans c'est quoi ton objectif? Alors après, tu utilises aussi le sens, quoi. Donc, bien sûr. C'est un mot que j'adore, ce mot sens, parce qu'il y a tellement de signification. Et moi, je travaille beaucoup sur les sens, mais les 5 sens, voire les 6 sens. Mais voilà, essayer de comprendre quel est le sens que tu mets dans ton projet, dans ton processus. Alors, le fameux why. Et puis, qui pour le coup, lui, est pas figé, il est toujours évolutif. Donc voilà, tu auras une discussion avec un athlète. Et puis 3 mois après, tu y reviens tout le temps, bien sûr. Parfois, ça a changé. Du coup, le sens n'est plus le même dans ma quête. Avant, j'y allais pour être le meilleur. Maintenant, j'y vais pour être le meilleur vis-à-vis de telle personne, mais qui, etc., etc. Enfin, c'est sans fin. Et donc voilà, ça c'est toujours plein de surprises finalement, mes rencontres avec les personnes. Donc plus je laisse de place au hasard, plus il y a des choses qui se passent. Mais comme diront certains, oui, mais le hasard se prépare. Alors, donc il y a toujours de la préparation, oui, mais pas une préparation téléguidée, télescopée, avec un objectif. L'objectif vient en cours de notre échange. Ouais, ça va très bien avec Champion de ma vie, parce qu'à un moment ou à un autre, c'est réussir sa vie avec toute la polysémie que ça signifie. Et la médaille ou l'objectif sportif est qu'une étape, de toute façon. Donc, et comment, toi, tu juges aujourd'hui les jeunes générations, notamment dans le monde du sport,
sport, hein, leur maturité, leurs attentes. Moi, j'ai été frappé, je fais partie des étoiles du sport, on rencontre des très jeunes sportifs, hein, qui sont des futurs champions pour certains. Moi, j'ai été assez frappé par leur maturité, leur conscience d'appartenir finalement à une société, à un monde bien plus global que leur discipline. Je sais pas comment tu juges, toi, ces nouvelles générations avec un sport quand même qui est de plus en plus marketé, financier, voilà, qui est quand même proche de pas mal d'excès. Voilà, quel est ton regard, toi, sur l'évolution du sport? L'évolution dans sa globalité m'importe peu. Parce que tu vois, les courants de pensée, les tendances, etc. Il y a des gens qui sont très forts pour créer des tendances. Aussi pour mettre des dogmes et puis finalement dire bah voilà c'est comme ça et puis tout le monde dit bah oui en plus c'est quelqu'un d'important, de connu, etc. Oui bien sûr elle a raison. Et puis t'as même des gens qui le font encore vachement mieux, qui se mettent pas eux en avant, c'est du marketing. Les marketeurs sont extrêmement forts, ils ont été depuis les Américains sont très forts pour ça, ils ont toujours un coup d'avance, hein, donc ils savent créer des courants de pensée, créer des choses là qui nous échappent. C'est subtil, c'est des trucs inconscients, donc du coup ça nous met dans des courants de pensée, dans des jugements, etc. Donc moi j'espère le faire comprendre en tout cas au travers de mon parcours. J'aime m'émanciper, me libérer de tout ça. Donc pour répondre à ta question, moi c'est mon obsession c'est d'aller à la rencontre de l'individu. Et tu vois, je sais pas, là, en ce moment j'accompagne des jeunes de 18 ans, ces jeunes hein, qui sont dans la performance, hein, équitation, handball, volleyball, kayak, et quand je commence à discuter avec eux dans le parcours, le processus champion de ma vie, ils comprennent très vite des choses. La différence entre eux et peut-être d'autres générations, ils s'ouvrent peut-être plus vite, mais ils sont aussi assez méfiants. Il y a une ouverture rapide, mais après très vite aussi une refermeture. Donc tu vois, ils vont très vite dans des confiances, méfiances. Voilà, ils font un peu le yo-yo quoi. Et je trouve que pour le coup, tu en parlais pas mal de trouver sa place. Ils sont très vite dans cette quête de trouver leur place, leur emplacement, leur position de jeu. C'est moins statique pour le coup. La place, c'est statique, on est assis, on bouge plus. La position de jeu, j'aime bien le football pour ça, pour le coup, parce que tu peux être à l'arrière, mais ça t'empêche pas d'aller à l'avant. C'est pour ça que ce sport fait vibrer autant de gens, me semble-t-il, en tout cas. Et donc, dans la vie, c'est un peu pareil. Tu vois, avec ces jeunes-là, j'aime bien l'idée qu'ils puissent trouver un peu eux-mêmes leur position de jeu. Et tu les sens demandeurs. Ils sont assez demandeurs. Mais comme je te dis, à un moment donné, ils vont refermer le truc parce que s'il y a un danger, quoi, par rapport à la société dans laquelle je suis, par rapport à l'image que je vais transmettre, etc., et ma vulnérabilité, ma sincérité dans ma démarche, oui, elle est là. Elle est beaucoup plus précoce que pour nos générations, mais pour autant, il y a aussi cette inquiétude. La réalité, ouais. Ah ouais. On peut les rappeler. Donc il y a beaucoup plus de, je pense, mon sentiment, hein, de crainte aussi, l'envie, l'émancipation, mais en même temps aussi, mais c'est pas cadeau ce que vous nous avez fait, quoi. Donc par rapport à ça, c'est pour ça que je veux trouver moi aussi m'émanciper là-dedans, pas perdre de temps, mais ça va être compliqué et je suis pas certain que ça réussisse. Et donc à un moment donné, il rentre très vite dans des matrices aussi. Hein. Et mais quand tu sens des graines quand même. Ouais, et j'espère que, mon secret espoir en tout cas, c'est que ça vienne germer, éclore un peu plus vite que pour. C'est ça. Parce que tu vois, si on fait un petit peu des caricatures, la génération de 2 générations avant moi, ils n'avaient pas le choix, quoi. Après, il y a des opportunités qui sont faites, mais ils ne s'autorisaient pas. Et sauf que, il y a des regrets derrière. Parce que si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt. Puis après, il y a une sorte de génération autour de moi là qui dit, prise de conscience. J'ai peut-être la possibilité, c'est pas simple, mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais aller au-delà un petit peu il y a des possibilités, donc je vais les saisir. Et puis les générations un peu d'après qui étaient, on a le spectre, on y va, mais aujourd'hui, il y a, mais si je fais des trucs, c'est peut-être contre la planète, c'est peut-être contre, des choses, voilà. Et ils sont dans cette quête aussi de ce questionnement. Si je fais ça, c'est quoi les conséquences ? Bien sûr. Et donc, ça veut pas dire qu'ils sont pas en action, parce que ça pourrait être un peu figeant comme posture, mais toujours ce côté un peu culpabilisant, quoi. Donc, si je dis des choses, si je fais des choses, je sais que c'est bien pour moi, mais en même temps, il faut que je pense aussi ce côté altruiste. Ils l'ont beaucoup, je trouve, parce qu'ils ont été très sensibilisés sur la planète, etc. Et puis le sport avec l'éthique, l'inclusion, et c'est très bien. Mais du coup, si je fais des trucs, ça risque d'être pas mal perçu, je vais être jugé. Donc, il y a beaucoup de jugements aujourd'hui encore. Ouais, c'est clair.
On te retrouve dans 10 ans. T'es où? Tu fais quoi? Ouais, ça, c'était les trucs que j'adorais avant, c'est faire mes plans à 10 ans. J'étais formaté à dire, c'est vrai. 10 ans. Oui. Ah bah oui, tous les ans, tu refais ton plan à 10 ans. Ça, c'était mon driver pendant de nombreuses années. Et puis, je me suis un peu assoupli mais j'étais un peu plus indulgent avec moi, parce qu'en fait, ça mettait beaucoup de pression ce truc-là. Mais c'est ce qui m'a mis aussi en mouvement et qui m'a permis T'en fais plus, du coup? Je les fais pas. Tu ne projettes pas forcément d'ailleurs. Si, on se refait pas. Je reste un homme projet. J'aime les projets. Pour moi, les projets, c'est la vie. Mais la différence, le fait d'avoir Laurence dans ma vie, qui elle est vraiment, tu vois, c'est un profil jaune, enfin jaune, les caricatures, hein, mais en tout cas du bonheur à outrance. Moi, je suis heureuse que si les gens sont heureux, si tout est harmonie autour de moi, mais une harmonie de joie, quoi, en fait. Et moi, c'était aux antipodes de moi à l'époque, sauf qu'à force de vivre 20 ans avec elle, je me suis imprégné de ça. Et aujourd'hui, oui, je m'ouvre beaucoup plus à la surprise, à l'imprévu, à toutes ces rencontres qui sont là. Et puis, et avant, ça s'est fait un peu au forceps. Et puis aujourd'hui, voilà, comme tu as dit, c'est une sorte d'harmonie entre les deux. Et voilà, et donc ma quête dans 10 ans, c'est d'aller encore un peu plus loin là-dedans et puis d'aller chercher des choses que je ressens encore pas aujourd'hui. Parce qu'il y a encore de l'imperceptible, il y a des signaux, on parlait des signaux faibles, des choses qui sont subtiles. Bien sûr. La richesse. Et puis des changements à venir qui peuvent être des opportunités dans la société, dans le monde. Et j'ai l'impression que les activités que tu as mis en place ici sont des très bons supports pour s'ouvrir aussi du coup à ces nouvelles rencontres, à ces incertitudes, tout en ayant quand même un certain nombre d'activités bien balisées, précises. Donc c'est un peu le meilleur des mondes. Je suis un stressé encore de l'argent. Moi, l'argent, j'aime pas l'argent, mais par contre, si on n'en a pas, donc il faut bien c'est le véhicule, entre guillemets. Mais donc ouais, tu vois, le cul sur 4 chaises, les 4 pieds. Donc moi, dans mes entreprises, pourquoi j'ai pas qu'une entreprise, pourquoi j'ai pas qu'une seule activité? Parce que je suis un stressé et que si je suis sur un seul pied, aussi costaud soit-il, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid. J'étais conférencier à plein temps, puis d'un seul coup il y en a plus, quoi. Donc heureusement j'avais des petites passions à côté, sur la nutrition, sur la prep mentale, et qui sont devenues aujourd'hui des parties intégrantes de mon business, parce que mon business, il n'y a pas juste la conférence, et heureusement, parce que c'est compliqué cette année encore là. Bien sûr. En parler avec Sarah Oramoun, avec d'autres confrères, consoeurs. C'est les entreprises, elles investissent pas beaucoup cette année sur avant on faisait des grands séminaires, maintenant on fait des mini workshops, parce que s'il faut serrer les boulons, on va faire les charges, donc forcément, donc nous dans ces composantes-là, moi j'ai appris à diversifier, et ce qui fait moi personnellement, on dit mais qu'est-ce que tu fais? Je suis incapable de répondre, je crois que je suis pas seul, et puis ça m'emmerde en fait de répondre, parce que finalement, non, la vie c'est, comme disait mon grand-père à la fin, comme disait aussi Dormesson, le bonheur est souvent dans l'inattendu. Accepter de s'ouvrir aux surprises, à l'inattendu, à ce qu'on appelle la sérendipité, les rencontres imprévues et finalement heureuses. Ouais, mais j'aime bien croire encore qu'on peut, de façon subtile, tu vois, quand on arrive dans le subtil justement, et Pascal Chabot m'inspire beaucoup d'ailleurs en termes d'écriture, philosophie, etc., et dans la quête de sens, mais lui il voit encore plus avec les intelligences artificielles, et puis la dépendance qu'on a à tous ces outils. Moi le premier, je suis très très dépendant digital, mais bon, certains diront non, c'est pas possible, comment tu vis dans le Jura, j'y crois même pas, mais pourtant si, Laurence le dirait, et les séries encore paradoxe apparent, apparent seulement, parce que... oui, toujours. Mais finalement la réponse elle est beaucoup dans le subtil, la finesse, et une fois de plus ça nous ramène à ce que tu aimes toi, enfin ce qui nous a fait qu'on s'est très vite compris tous les deux, c'est l'élégance des choses qui sont belles et qu'on s'explique pas toujours. Exactement. Et dans le sport, ça incarne parfaitement ça. Des fois les sportifs ils font des trucs, tu dis mais comment il fait? Lui dit je sais pas, c'est comme ça. Alors certains diront c'est divin, moi j'ai pas mettre de divinité là-dedans, c'est juste la répétition, et puis à force de répéter, les choses se sont automatisées, et puis après t'as une lecture de jeu, t'as une lecture de ton corps, comme Yann Kuchra m'a souvent dit, j'ai fait 2000 fois les mêmes agrès, 2000 fois, et 2000 échecs. Puis un jour ça passe. Pourquoi? La répétition, c'est tout. Ouais, bien sûr. Mais quand t'écoutes ça, tu t'écoutes une conversation avec Yann, ça m'a fasciné, parce qu'un gymnaste, ils sont pas très connus les gymnastes, et Yann a bien fait de défendre bec et ongle, naturellement d'ailleurs, parce que c'est pas un combat pour lui, ça se fait naturellement, mais de montrer ce qu'il est capable, ce que lui a appris la gymnastique. Sûr.
dans la politique, dans la performance, l'entrepreneuriat. Et en fait, on comprend tout parce que quand il m'a dit j'ai fait 2000 fois, 3000 fois, 5000 fois cet exercice en sachant que ça passera pas. Et un jour ça passe. C'est l'école de la persévérance et aussi l'école de la vie, on dit tout le temps. Ouais, mais ça c'est l'inverse de ce qu'on entend, de ce qui se passe aujourd'hui. On veut faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, faut que ça marche, quoi. C'est ça. Et tout de suite. Et ouais, si c'était hier, c'est encore mieux. Et d'où l'intérêt d'avoir ces échanges, d'avoir ces expériences qui sont partagées, d'avoir ces histoires finalement qui sont racontées, parce qu'à la fois elles sont belles, elles sont attrayantes, et en même temps elles montrent toutes ces qualités qu'on risque peut-être de perdre sur du temps. Je t'interromps parce qu'en fait je peux pas laisser passer, enfin ne pas en parler puisque c'est quand même podcast champion de ma vie. Comment c'est né champion de ma vie? C'était un truc imprévu. Vas-y, raconte. C'était pas prévu. Mais j'allais dire merde, je parle même pas de Michael dans ce podcast alors que tout ça n'aurait jamais existé si j'avais pas rencontré Michael. Tu sais, dans des films, le film, moi, qui m'a, c'est avec Brad Pitt, là, il est vieux, et puis plus les années passent, et plus il rajeunit. Voilà, l'étrange parcours. Voilà. Et moi, il y a un moment donné, ça ne serait pas arrivé si, et puis il fait tout il n'aurait pas eu son accident, la voiture, etc. Si, ça. Et tu vois qu'en fait, quand tu fais le fil, là, tu te dis, mais en fait, s'il n'y avait pas eu ça, il y aurait ça. Champion de la vie, ça part de quoi? D'une rencontre avec Michael. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un TEDx à l'EM Lyon. J'avais fait un TEDx moi sur les planches 1 an avant. Je dis tiens, il y a un TEDx à l'EM Lyon, je m'inscris. LinkedIn, les réseaux, comme quoi les réseaux, c'est bien sûr pas juste inutile. Hein. Et je vois ça, je dis tiens, je regarde le calendrier, ça matche bien, j'y vais. J'écoute le TEDx classique, hein, et puis j'avoue, je regarde un petit peu en même temps sur les réseaux, il y a un talk qui m'inspire un petit peu moins, et je tombe sur EM Lyon, Michael Romsey, sportif de haut niveau, etc. Hop, j'envoie un message, et puis il me répond le lendemain, je crois. Et puis on discute comme ça, très vite, Michael, viens, quand tu veux, welcome. Ah, trop bien, en plus, on m'invite dans l'antre EM Lyon. Et puis, moi, c'est quand même l'EM Lyon, quoi, tu vois. Donc, je suis à Lyon, et puis il m'invite, je vois des coupes, des médailles, des machins. Il y a des sportifs de haut niveau, je crois qu'il y en avait plein. Et puis il me dit tiens, ce serait super si on imagine un truc comme ça en une discussion, et puis on se revoit une deuxième fois. Je lui parle du TEDx, mais pourquoi vous en faites pas? Ça peut être un événement, mettre la lumière sur votre ce que vous êtes en train de créer, je savais pas, etc. Et puis je te croise dans les couloirs, tiens, je te présente Thierry Pic, et toi tu lui dis en plus faites de l'innovation, créez, faites-vous plaisir. Ah ouais, putain, le gars, trop bien, quoi. Mais ça existe encore des gens comme ça. Et puis avec Michael, on crée un processus d'un événement. Enfin, lui il fait l'événement, moi je fais la formation. Et puis champion de sa vie naît. Et puis moi je m'invente champion de ma vie, parce qu'en fait c'est les gens, il faut qu'ils se l'approprient. Bien sûr. Et donc tout ça serait jamais né s'il n'y avait pas eu ces rencontres-là et ce truc imprévu. C'était pas prévu. Alors certains diront mais si, il n'y a pas de hasard. D'accord. Mais quand même, justement, si tu laisses la place à ça, ça se produit. Ouais, c'est clair. Et là, il n'y a plus de hasard, d'accord. Avec la posture pour l'accepter et pour rebondir sur les opportunités. Oui, c'est très frappant. Tout ce qu'on se dit passe autour de déclics, de moments, de propos de game changer, de rencontres improbables et de création, effectivement. Ouais. C'est co-création. Ouais. Ce qui n'empêche pas la structure et la planification, mais à un moment, laisser de la place à l'inattendu, c'est aussi un bon message, notamment dans des carrières de sportifs où tout est tellement très c'est vrai que... mais ce qu'on apprend, j'espère en tout cas aux sportifs aujourd'hui, qu'ils soient salariés de leur structure ou pas, mais globalement ils le sont de moins en moins. On leur a demandé d'être entrepreneurs, de créer leur propre entreprise, et puis après de générer de la valeur dans leur entreprise, avec des sponsors, avec des contrats, avec des clubs ou autres. Et c'est eux qui doivent driver, piloter tout ça. Sauf que un sportif de haut niveau, quand il démarre, il veut une structure qui le rassure pour passer du temps dans son entraînement. Et si je suis salarié, c'est quand même vachement mieux. Bien sûr. Mais la plupart des cas, c'est pas ça, quoi. Donc, et moi, j'aime à l'idée que entreprendre et être champion de sa vie, créateur de sa vie, c'est ça aussi. Et souvent je dis créateur, mais finalement j'entends plus co-création, parce que la plus belle des créations, c'est la naissance. Mais naissance, ça se fait pas seul, ça se fait à deux. Alors s'il y a des gens qui arrivent à faire de la génétique ou à faire des choses, mais ça c'est un autre sujet. De tout ce qu'on s'est dit, quel feedback tu portes sur tout ce que tu as dit là, et qu'est-ce qui manque éventuellement dans tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant? Quel regard tu portes sur ce que tu nous as raconté? Je me dis franchement, c'est pas une flagrante. J'ai beaucoup de chance, quoi.
Je me dis, j'ai vraiment de la chance déjà d'exister, tu vois, c'est con. Je me fais souvent la réflexion de me dire, putain, mais t'existes, quoi. Ouais. Ça revient à mes questions d'enfance, mais souvent, je me le dis ça. Et je me le dis souvent quand je suis en l'air, tu vois, en train de faire du parapente, dans une contemplation. Et donc, ce qui manquait à ma vie, tu vois, il y a 1 an, c'est ça, de voler. Mais je m'étais promis que pour mes 50 ans, je volerais. L'année dernière, 50 ans, bim, ça y est, et ça met l'énergie, tu vois, ça y est, c'est là, c'est le moment. Donc je fais mon premier stage, puis mon deuxième, et puis après, le premier stage, on vole d'ailleurs, hein, donc tu vois, cette liberté de pouvoir voler, donc ça fait partie des choses en lesquelles je voulais encore ressentir des choses. Explorer. Ressentir, même ressentir, quoi, c'est le côté sensoriel de la chose, tu vois. Donc plonger, peut-être encore des choses comme ça, tu vois, avec des gens comme Mathieu Maraillot, apnéiste. Je me dis chaque chose en son temps, mais Stéphane Johnson aussi, qui en a fait de l'apnée, tu vois, des gens comme ça que j'ai rencontrés dans le champion de ma vie, et qui leur côté, leur connexion, tu vois, à des choses qui sont qui me dépasse, quoi. T'as un apnéiste qui va à 115 mètres de profondeur, ça dépasse l'entendement. Oui, justement, aller explorer, effectivement, des choses, ressentir des choses qui nous connectent aussi à notre, des choses peut-être un peu plus animales, un peu plus, quand je dis animal, ça peut être aussi simplement, végétal, parce qu'on est composé d'eau à la base. Donc, tu vas se reconnecter à tout ça, et finalement, là, c'est mon actualité, donc forcément, je pense beaucoup à lui, à Xavier Thévenard, mais cette connexion qu'il a à la nature, c'est pas un concept, c'est une réalité, quoi. Et des gens comme ça, alors il est pas rustre, hein, il est très connecté avec beaucoup de gens, etc. Et pour autant, dans la très haute performance, après avoir gagné 3 UTMB, la maladie de Lyme l'a frappé, et souvent, ça permet de se reconnecter quand on a des accidents de vie comme ça. Mais je pense que lui, il a pas eu besoin de cet accident pour être connecté à la nature et à l'humain, et certains veulent se connecter avec le divin. Donc moi, j'en suis pas encore à cette étape-là. Donc ce sera un message de reconnexion. De connexion et de reconnexion pour chacun à ce qui fait sens pour lui. Et c'est différent. Et puis, j'aime beaucoup cette idée de quelle chance on a, quoi. Bien sûr, on peut regarder tout ce qui va pas, tout ce qui nous manque, mais quelle chance on a et comment on peut se donner encore plus de chance d'apprécier peut-être le moment présent, le moment à venir au travers des projets, au travers de nouvelles expériences, des nouvelles sensations qu'on va voir. Et je pense que chacun à son niveau, c'est un objectif qu'on peut se donner, hein. Donc je trouve que c'est des messages que tu nous délivres là qui peuvent parler à chacun. Pas forcément besoin d'avoir fait Enduroman finalement pour pouvoir chercher. Non, un vol en parapente, c'est pas si compliqué que ça, et ça nous ouvre à ce spectre-là. Alors que j'ai encore découvert énormément de choses bien plus en volant, découvrant le parapente, que quand je faisais du triathlon. Peut-être que c'est l'âge aussi, l'ouverture d'esprit qui fait ça, mais non. Et puis un autre truc quand même qui m'anime, c'est ce que je fais en ce moment avec la Croix, qui est à La Réunion et qui est lui bien connu dans le monde du trail, et qui va explorer tous ces sujets autour du mental, la dimension mentale. Donc je me suis entouré dernièrement, depuis 1 an, là, avec des personnes qui ont vraiment fait de la littérature, des scientifiques, des études, des recherches sur tout ce qui est le prisme du mental, pour aller encore plus loin là-dedans, non pas pour le comprendre, parce qu'on comprendra jamais tout, mais au moins en décrypter toutes les composantes, et finalement dans la systémie, parce que moi je suis très systémique dans mon approche, tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, je collabore avec Nadie Desrands, je collabore avec toi, tu le sais aussi, avec Eric, avec Guillaume Millet, et demain d'autres personnes encore qui vont se greffer dans cette mouvance, dans ce projet, de pouvoir donner pour les sportifs, en tout cas les entrepreneurs, parce que moi mon truc c'est l'endurance, durée, et forcément il y a la notion de performance derrière, mais par rapport à préserver son énergie, sa santé, et le mental des fois peut nous amener très loin, mais des fois aussi peut nous amener très loin, mais dans l'autre sens, et nous amener dans des addictions, dans des choses qui font que on n'est pas on n'est pas dans le monde réel, quoi, en fait. Bien sûr. Et donc ça, c'est des sujets que j'aime bien explorer, parce que quand on fait des ultras, de l'ultra longue distance, oui, on va toucher des choses qu'on capte pas forcément dans tous les sports ou dans toutes les dimensions de la vie. Donc l'ultra nous amène à ça, mais en même temps, moi l'ultra, je dis pas que j'y serais resté, mais parce que des fois quand t'es dans ton flow, dans ta zone, etc. Alors sur des sports très courts, ça dure pas longtemps, et tu sais que c'est éphémère. Quand c'est dans des ultras et que ça va durer des minutes et voire des heures des fois, t'as peut-être pas envie de revenir dans le monde, la réalité, tu vois. Et pourtant le monde, c'est bien là que les choses vont se faire aussi. Et oui, bien sûr, toujours collé aussi à la réalité, bien évidemment. Donc ça me passionne, ça, Alors dans tous les podcasts, normalement, il y a la question quelle est la prochaine personne que je pourrais interviewer. Comme moi, j'en fais qu'un, j'ai pas cette question-là. Par contre, quel podcast ou quelle personne tu nous inviterais à écouter
et qui pour toi est inspirant. Et ah oui, ça c'est sur un de tes podcasts ou sur d'autres sources. Bah, j'en ai nommé quelques-uns. Là, parce que ouais, c'est des gens qui m'ont marqué plus que d'autres, oui, parce que moi, par rapport à mon appétence, ma curiosité, etc. Il y a Étienne Hubert que j'adore, c'est un mec génial, un kayakiste, tu vois. C'est un des premiers podcasts que j'ai fait. C'est pas le meilleur en termes de qualité, désolé Hubert, mais c'est ce gars-là, dans le parcours champion de ma vie, c'est un de ceux qui m'a beaucoup marqué parce que c'est cet esprit de liberté, mais en même temps d'être très conformiste dans sa pratique, le kayak, et il a été champion du monde, etc. Il a un parcours il est juste inconnu, hein. Mais il fait du gravel, tu vois, il rencontre des gens géniaux, il travaille à l'AFNOR dans les normes et tout, donc il est capable justement de faire, tu vois, des trucs très normés, mais en même temps, pareil, voilà. Donc ça, c'est des gens comme lui qui fait une deuxième édition champion de ma vie, tu vois, qui m'ont beaucoup marqué. Et il y en a tant d'autres. Je pourrais te nommer Fabien Gillot, qui est lui une bête de travail, une bête dans le bon sens du terme, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Et donc là, il fait des choses géniales au MEDEF et tout, donc bravo à lui. Je suis très fier d'avoir dans le dispositif champion de ma vie d'ailleurs. Salut Fabien. Et donc le podcast que j'ai fait avec lui il y a pas longtemps, c'était décembre dernier. Oui, à l'OM d'ailleurs. C'est un contenu de dingue, quoi. Tout ce qu'il délivre, puis ça va vite, hein. C'est un peu comme un Thierry Marx que j'ai jamais podcasté, tu vois, Thierry Marx, mais que j'écoute, voilà, pour répondre ici à ta question, des gens que j'écoute d'autres podcasts aussi, hein. Et Thierry Marx, c'est très rodé comme un Fabien Gillot, mais en même temps tu dis, ces gars, comment ils arrivent à rester, tu vois, très alignés sur leurs valeurs, et puis lui par rapport à l'art martial, etc. Donc ça peut paraître un peu très stéréotypé, très brut, etc. En même temps, mais ça marche, quoi. Puis ces gars-là, ils sont capables de faire des créations juste bien sûr, quoi. Bien sûr. Non, j'aimerais bien avoir, par contre, j'aimerais bien avoir des gens comme Yannick Noah, tu vois, Ah oui. Ouais. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il m'a marqué moi, parce que. Le coup de cœur, comme on dit, le coup de foudre, ou le coup de cœur, comme on disait tout à l'heure. C'est la rencontre. C'était rencontrer, très égoïstement, je me dis en face de moi. Ah ouais, alors ça, pourquoi c'était une motivation aussi de dire, tiens, mais j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'avoir en face de moi, et le podcast, pour le coup, me sert un peu à ça de prétexte pour aller à la rencontre de personnes que j'aurais pas rencontrées autrement. Bien sûr. Et alors, quand tu es en face de cette personne-là, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup de chance de rencontrer des gens dans mon parcours d'entrepreneur, de sportif, etc. Et le véhicule, c'était l'entrepreneuriat, après c'était le sport, et maintenant c'est le podcast et tout, finalement. Mais en fait, des fois, tu dis, bien, je suis en train de partager un moment avec quelqu'un d'inconnu, et ce qu'il est en train de te délivrer, c'est... Waouh. Et tu me dis tout à l'heure, tiens, il faut que je te fasse rencontrer un tel parce que ça va matcher. Donc c'est le réseau, bien sûr, les connexions, c'est quand on apprend et les valeurs partagées. Parce que du coup, la connexion, elle se fait parce que très vite, on a des valeurs qu'on partage et qu'on peut d'ailleurs disputer, comme tu disais, ou discuter, et enrichir du coup de l'autre. Hein, donc, Et puis après, il y en a que je nomme souvent, que j'ai pas encore nommé avec toi, c'est Joël de René. Donc voilà, j'ai peur de certaines choses. Là, en ce moment, c'est pas comme j'ai perdu, je te l'ai dit tout à l'heure, des personnes dernièrement, tu vois, ça m'a fait un vrai coup. La crise de quarantaine, cinquantaine, tous ces trucs, je les ai eus, quoi, comme beaucoup de gens. Mais en fait, moi, mes peurs du moment, c'est de perdre des gens qui ont compté dans ma vie. Et là, en ce moment, il y en a un que j'ai podcasté il y a un peu plus d'1 an de ça maintenant. Je le nommerai pas parce qu'il est malade en ce moment, il est pas en forme, mais je lui cours après, au téléphone, machin, etc. Mais accepte de me voir parce que j'ai peur de te perdre, quoi. Et perdre les gens qu'on aime, moi, c'est dur, quoi. Donc, et les gens qui ont compté, donc pour leur dire, mais tu comptes tellement dans ma vie. Et ça, c'est une de mes obsessions, c'est de me réveiller. Et je le fais pas toujours bien, mais c'est de me réveiller chaque matin en me disant, mais quel changer d'être avec la femme que j'aime, quoi. Ça, c'est précieux, c'est ce que j'ai de plus. Voilà, d'où le titre de mon livre, quoi. Mais et le mot que je retiens, moi, c'est l'amour, hein, qui est un driver dans tout ce que tu fais. S'il reste quelque chose, pour moi, c'est ça, et tu vois. Donc, il y en a un qui je pense très fort là, et puis Joël de René, je t'en parlais, c'est quelqu'un que j'ai croisé 3, 4, 5 fois dans ma vie. J'ai pris un café avec lui, un thé, beau, je prends du thé, pas du café. Et puis quand tu croises un homme brillant, tu vois, celui il incarne pour le coup mon Léonard de Vinci, c'est lui, quoi. C'est l'homme dans toute sa réussite entre guillemets sportive, corporelle, psychologique, intellectuelle, bien sûr, et sentimentale. Parce que quand tu le vois avec sa femme, 60 ans de mariage, avec Stella, tu te dis mais waouh. Ah là, j'ai pris une leçon de vie, quoi.
Écoute, merci beaucoup. Je te laisse peut-être le mot de la fin parce que c'est ton podcast. Je crois que je t'ai mis en retard, je sais pas y refiler. Mais non, pas de... non. C'est notre podcast, Thierry, parce que oui, champion de ma vie, tu vois, ce sera le mot de la fin. Tu vois, quand j'ai créé des boîtes, je me disais, ouais, c'est ma boîte. Et puis à un moment, je me suis dit, mais si je suis plus là demain, est-ce que ma boîte personnelle ne survivra pas? Et finalement, champion de ma vie, j'ai eu cette obsession en la créant de me dire, mais c'est pas Cyril Blanchard, c'est pas le podcast de Cyril Blanchard, parce que je veux le partager absolument. Et Sarah arrive, ça y est, elle va prendre avec moi le relais du podcast, Sarah Ouramoun, et je la remercie. C'est quelqu'un que je vais pas trop nommer pour l'instant, mais parce qu'en fait, elle fait partie de champion de ma vie, elle fait partie du parcours, et donc elle est là, et champion de ma vie, voilà, c'est une œuvre partagée. C'est une œuvre partagée. Donc j'aime cette idée de création, tu vois. C'est le mot de la fin, c'est ça. C'est souvent on pense nous derrière des mots, tu vois. On a parlé du sens tout à l'heure. Il y a plein de connotations du mot sens, mais c'est comme le travail. En fait, si tu mets le travail dans ça, oui, c'est bien, c'est une belle valeur que de travailler dans le sens labor, mais aussi travailler dans quel but? C'est travailler avec ses mains, c'est ars, c'est un art que de travailler aussi. Et quand on voit la gastronomie, les métiers d'art, on se dit mais waouh, c'est trop beau. Moi, je suis pas un manuel, donc je suis très admiratif de ceux qui créent avec leurs mains. C'est le cas de ma femme qui fait très belle bouquet de fleurs, c'est une fleuriste. Et quand j'ai vu ça, forcément, ça m'a éveillé. et puis après, quand tu mets la notion d'œuvre derrière, voilà, je suis pas en train de travailler, j'ai une œuvre derrière, et voilà, c'est contribuer pour que mon monde en tout cas soit un peu meilleur, et si ça peut contribuer aussi à l'amélioration de certaines personnes au passage qui vivent ce processus, ce projet, banco. Super, et on invite du coup à écouter, parce que le bonheur est encore plus fort quand il est partagé. Merci Thierry d'avoir joué le jeu en tout cas. Merci à toi, merci beaucoup.